Donc maintenant, on peut essayer de répondre aux questions. Si vous avez des questions, juste les mettre. Donc, parle-nous comment tu organises pour produire tout ça. Donc déjà, en termes d'organisation, comme je vous le disais, personnellement, je ne pense pas réellement que je réussis à m'organiser parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire que je ne suis pas en mesure ici de faire. Mais ce que je me dis, c'est quoi? C'est que il faut avoir des priorités. Si vous avez plein de choses et puis vous n'avez pas de priorité, clairement, vous ne pourrez pas ici les faire. Donc, si l'une de mes priorités, c'est de poster des vidéos sur YouTube, ben, je vais m'efforcer à publier, à poster des vidéos sur YouTube. Quelle police de caractère tu utilises dans ce même texte? Donc, j'utilise Liga Libération Mono. Liga Libération. Je vais mettre Libération. Oups. Libération Mono. J'essaie de copier ceci. Donc, j'utilise Libération Mono. Maintenant, Libération Mono, je l'ai modifié un peu avec un outil qui permet de rajouter des ligatures. Donc, j'ai rajouté des ligatures, je vais l'écrire avec cet outil-là. Donc, ça me permet d'avoir des symboles supérieurs ou égales qui vont ressembler à supérieur ou égal qu'on a lorsqu'on l'écrit sur du papier. Donc, je l'ai modifié, la police plutôt Libération Mono, je l'ai modifié pour avoir les ligatures. Ok. Donc, c'est d'avoir ici des priorités, comme je le disais. Et en même temps, si vous avez des objectifs, il faudrait ici avoir des dates. Si vous n'avez pas ici des dates, c'est vraiment ici difficile de le faire. Okay. Après, comme je vous l'ai dit, moi, je ne pense pas que je réussis à m'organiser, mais ce sont ces deux choses-là. Il faut avoir des priorités et puis il faut avoir des délais. Il faut se dire, je le fais, genre, je dois finir tant. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il y a un livre que je lisais, qui a pour nom ici Atomic Habits, que je vous recommande vivement de lire. C'est un livre très intéressant. Dans ce livre-là, l'auteur, il explique que si vous voulez faire quelque chose, il est plus simple de dire chaque jour, voici ce que je veux faire. En lieu pas de dire, voici, je veux enregistrer par exemple ici 300 vidéos l'année. Par exemple, moi, mon objectif, ça peut être de dire chaque jour, je veux poster au moins une vidéo sur la chaîne YouTube. Mais sans m'en rendre compte, si je poste une vidéo chaque jour, il y a combien de jours dans l'année? Ben, je vais réussir à poster ici plus de 300 vidéos comme je le souhaite. Donc, il faut avoir des objectifs qui sont ici minimes. Sinon, on a l'impression ici de ne rien faire et puis après, on est tout simplement démotivé. Donc, c'est important ici de le faire. Les live vidéos de Parlons Code dans Laravel ne sont plus disponibles sur la chaîne. Donc, je n'ai pas fait de live Laravel sur Parlons Code. Je n'ai même pas de formation Laravel sur Parlons Code. Donc, la formation Laravel, normalement, vu que les versions changeaient assez rapidement, on a commencé avec la version 5, après il y a eu 6, après il y a eu 7, il y avait tellement de choses à modifier. Je me suis dit, bon, lorsqu'on va arriver à une version que je juge stable, je vais reprendre l'application Laracart ici de A à Z, en lieu de me fatiguer à refaire ceci à chaque fois. En grosso modo, c'est un peu ceci. Je ne vois que ton visage et pas ton écran. Oui, c'est parce que j'ai arrêté le partage d'écran étant donné que c'était lent, en grosso modo. Donc, c'est pour que tout simplement ce soit beaucoup plus simple, ok, de ne pas avoir la connexion qui va se couper et tout. Je suis développeur Drupal et je souhaite passer à Symfony. Ce sera assez simple parce que Drupal utilise ici Symfony. Donc, si ce sera un environnement un peu connu en grosso modo puisque vous avez déjà utilisé des composants Symfony. Donc, la transition ne sera pas ici difficile, mais ça demande un peu de temps simplement pour se familiariser avec l'environnement. Donc, oui, je suis freelance, honoréh.com. Okay. Donc là, je viens de vous donner ici mon site web personnel. C'est que je prends simplement les projets au cas par cas. Ok. Donc, en fonction des projets qui sont ici publiés. Je sais, Barry. Donc, Barry, il m'avait demandé de faire la vidéo sur l'intégration, donc l'embed des... comment est-ce qu'on fait des embeds comme par exemple sur Eventbrite où on peut payer des billets mais pas sur le site de Eventbrite mais sur un site au niveau duquel on a fait des embeds, des intégrations. J'ai prévu ici le faire. Simplement que c'est juste
j'ai un petit problème, c'est que si je fais une vidéo et je suis sûr que quelqu'un qui débute ne va pas la comprendre, je préfère garder la vidéo ou bien la supprimer en lieu et place de la poster. Donc, j'ai déjà tenté 2 fois d'enregistrer cette vidéo-là, mais je n'étais pas satisfait du résultat. C'est parce que la manière dont je l'expliquais, je sais que ce sera difficile pour un débutant ici de comprendre. Donc, ce n'est pas comme si je l'ai oublié, c'est juste que des fois, il me faut ici réessayer 2 ou 3 fois une même vidéo pour être sûr que c'est bien compris et puis ce sera facile. Donc, je vais le faire, Barry. Je ne l'ai pas oublié, promis. Je ne l'ai pas oublié. Tu préfères prendre quel type de projet ou quel genre de techno? Donc, les projets sur lesquels je travaille, ce sont généralement des projets qui ne vont pas durer plusieurs mois. Donc, si quelqu'un me propose, par exemple, un projet qui va prendre 6 mois, c'est pas un projet, moi, qui m'intéresse parce que j'aime faire quelque chose sur un temps assez fixe, assez réduit et puis passer à autre chose. Donc, si c'est des modifications qui vont prendre, disons, 1 semaine, des trucs de 2 jours, des trucs d'1 mois au grand maximum, c'est ce que je fais. Donc, ça dépend vraiment ici du projet. Maintenant, la technologie, ce sont les technologies que je maîtrise, que je vais ici utiliser. Donc, si c'est un projet où je dois utiliser obligatoirement Laravel, et puis je sais que je suis pas mal avec Laravel, je vais l'accepter. Mais si c'est des projets qui ne sont pas en rapport avec des technologies que j'utilise, je ne vais pas ici les accepter parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Tu pourras apprendre comment depuis PHP poster sur Instagram. Oui, je peux essayer de voir ceci et poster une vidéo sans problème, Selecta. Flutter, c'est une très bonne question modeste. Je prépare une formation aussi sur Flutter. Je l'ai utilisé récemment sur un projet d'un client et je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très intuitif. Ok? Donc, je prépare une formation sur Flutter. Simplement qu'il faut parler un peu de Dart. Donc, je suis en train de voir quelle est la cible. Est-ce que je veux faire une formation pour des gens qui connaissent déjà Dart ou bien je veux faire une formation où la cible c'est des débutants qui n'ont jamais entendu parler de Dart. Donc dans ce cas-là, au niveau du programme de la formation, je dois parler au tout début de Dart ou bien je peux décider d'apprendre Dart par la pratique. Donc pendant qu'on est en train de créer l'application, en même temps on apprend Dart. Donc je suis en train de réfléchir un peu à l'approche, mais si j'avais mon écran qui était partagé, j'allais vous montrer les applications que j'ai prévues ici montrer tout simplement. Mais oui, c'est prévu de faire une vidéo sur Dart. Le site qui est en maintenance, je vous l'explique pour que vous puissiez comprendre parce que beaucoup de personnes me demandent un peu ceci. Pourquoi le site est en maintenance? C'est parce que ce que je veux faire sur le site, je veux changer la manière dont les sites de d'e-learning sont faits. Okay? Donc, les sites d'e-learning classiquement, comment ça se passe? Vous venez sur le site, vous avez des formations, vous achetez les formations et puis vous les regardez. Ou bien vous venez sur le site, les formations sont gratuites, vous regardez et puis c'est terminé. Ou bien vous venez sur le site, vous payez un abonnement mensuel et puis vous avez les formations que vous regardez. Moi, je veux changer la manière de voir les choses. Je veux que ce soit beaucoup plus interactif. C'est-à-dire, si vous venez sur le site, par exemple, automatiquement, on va vous attribuer un colloque, c'est-à-dire quelqu'un virtuellement, mais qui existe, qui s'est inscrit aussi sur la plateforme, mais qui représente votre colloque. Et puis vous pourrez, si la personne décide de partager son emplacement géographique, vous pourrez savoir votre colloque, il se trouve dans tel pays ou bien il se trouve dans telle ville, ainsi de suite. Vous n'aurez pas ici sa position à chaque moment parce que ça rentre dans des histoires de confidentialité, mais vous pourrez savoir que votre colloque se trouve en Espagne et puis vous vous trouvez en France, ou bien votre colloque se trouve en Italie et puis vous vous trouvez par exemple au Canada, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux décider sur la plateforme de donner ici des formations où il y aura des exercices ou bien des travaux à faire, disons, en équipe. Donc, vous pourrez décider de le faire avec votre colloque. Vous pourrez ici également décider de travailler avec une autre personne, ainsi de suite. Autre chose, je veux également donner la possibilité sur la plateforme de pouvoir avoir des challenges. Mais ces challenges-là, ils seront vérifiés automatiquement. C'est-à-dire, vous mettez votre code comme sur des sites comme Code Academy, des sites de ce genre-là, où vous avez l'endroit où vous tapez votre code, la vérification est automatique et puis on vous dit que c'est validé. Donc, il y a ces fonctionnalités que je suis en train de rajouter au fur et à mesure et ça prend du temps parce que c'est toute l'expérience que je veux offrir qui n'est pas encore ici prête. C'est pas le site. Si c'était juste créer un site où on va mettre des formations et puis on peut les regarder, ça allait être fait. Mais c'est l'expérience derrière qui prend un peu de temps et je ne suis pas encore arrivé à quelque chose de satisfaisant. C'est un peu ceci. Le dernier truc, c'est que vous aurez également des diplômes à la fin. Donc, moi, je suis également dans ce processus-là de pouvoir offrir des formations qui seront certifiées.
Parce que c'est important de faire une formation, mais c'est important également d'avoir quelque chose qui prouve que vous avez suivi cette formation et puis vous avez maintenant les compétences pour faire tel ou tel type de projet. Donc, il y a plein de choses en rapport avec ceci. C'est pas forcément des aspects de code, il y a des aspects légaux. Tout ceci prend du temps et c'est pourquoi le site n'est pas encore disponible. Donc, actuellement, je suis au Québec, au Canada. Okay. As-tu définitivement arrêté la série des 107 vidéos Java? Non, elle n'est pas arrêtée. Comme je le disais tantôt, il y a Java 14 qui est présent. Ok. Et moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux reprendre la série Java débutant, Java intermédiaire, Java avancé. Pourquoi? Parce que Java a changé depuis l'époque où j'ai fait Java débutant, Java intermédiaire. Oui, il fait très froid. Ok. Il fait très froid. Surtout en hiver, comparé à l'hiver qu'on a par exemple ici en France et ainsi de suite, il fait beaucoup plus froid ici. Donc, ce que je disais, c'est que au niveau de Java, vous avez depuis Java 9, vous avez le shell interactif avec JShell, vous avez des améliorations qui ont été rajoutées si on utilise Switch et ainsi de suite. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir refaire une formation qui prend tout ceci en considération. Également, je lis tous les commentaires qui sont postés au niveau des vidéos Java. Donc, ça me permet de voir quelles sont les notions que j'ai eu à expliquer, qui étaient un peu compliquées, et puis réexpliquer de manière différente dans la nouvelle formation. Donc, je l'ai arrêté parce que je prévois faire une nouvelle formation où l'audio sera impeccable, et puis également les nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées seront également expliquées. Java avancé, je pense que ça, je vais le faire indépendamment en parlant déjà ici de la notion de thread. Donc, au niveau de Java, comment est-ce qu'on gère les threads? Comme je vous l'ai dit, ces histoires-là, c'est pas facile de les expliquer. Donc, si je fais une vidéo et puis je sais que les gens ne vont pas comprendre ce que je vais expliquer, moi, je préfère ne pas la poster. Ça ne sert à rien de poster une vidéo si je sais que j'ai mal expliqué ce que je voulais divulguer comme message au niveau de la vidéo. Donc, j'ai déjà commencé à faire des vidéos sur cette histoire de thread, mais je n'ai pas aimé la manière dont ça a été expliqué. Donc, j'ai préféré ici stopper, passer à d'autres choses en attendant ici de voir comment mieux expliquer ici les différentes notions. Okay. Nous pas de nous rendre visite d'enfant. Oui, Ousmane, ce sera avec plaisir. Ok. Et puis, je me rappelle aussi du visage. Sur ton site, parfois, on aimerait bien poser des questions à côté du vidéo. Donc oui, je peux rajouter ceci comme fonctionnalité à Archemy ou bien Archemy, je ne sais pas si je prononce bien. Je peux rajouter ceci comme fonctionnalité, j'avoue que ça peut être intéressant. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué de reprendre, mais je trouve ça plus intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais que la formation Java, elle est toujours d'actualité, il y a des choses que vous allez apprendre, mais j'aime que si quelqu'un débute, la personne n'est pas ici à chercher beaucoup de choses sur Internet, que tout soit expliqué dans la vidéo. Si vous regardez la formation Java actuelle, le site de Java a changé. Donc, si je dis aller sur le site pour télécharger le JDK, quelqu'un qui regarde la vidéo, il va aller sur le site et puis c'est complètement différent. La personne est un peu perdue. Mais si vous avez une formation qui est un peu plus à jour, je peux changer la manière d'expliquer les choses. La seule chose que je n'aime pas au niveau de YouTube, on ne peut pas remplacer une vidéo. Si on pouvait remplacer une vidéo par une autre vidéo, comme sur Vimeo, moi j'allais trouver intéressant. Mais si vous publiez une vidéo, vous ne pouvez pas la remplacer. Vous êtes obligé de créer une autre vidéo que vous allez publier. C'est juste ceci que je trouve pas intéressant, parce que je suis obligé à ce niveau-là de reprendre ici les vidéos. Je ne peux pas simplement modifier quelques vidéos et puis tout allait marcher. J'aimerais acheter vos formations parce que... Donc, Michel Pat, c'est une très bonne question. Comme je l'ai dit, ça, c'est quelque chose que j'ai envoyé simplement aux membres. J'ai commencé à faire une formation sur la sécurité en Symfony. Donc, l'authentification puis l'autorisation avec Symfony. Donc, cette formation-là, elle est disponible normalement pour ceux qui avaient acheté la formation Devenez un pro Symfony 5. Et j'essaie de finir cette formation. Et je sais au moins que normalement, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est en rapport avec Symfony aurait été couvert. Et puis après, terminer les parties restantes. Donc oui, ça c'est prévu. Oui. Donc les sockets, j'en parle brièvement au niveau de ma formation sur Java Swing, mais on peut mettre ceci au niveau de Java avancé pour revenir là-dessus également un peu plus en détail. Ok. Donc, Michael Bat, comme je l'ai dit, je vais mettre à jour les parties restantes une fois que j'aurai fini tout ce qui est en rapport avec l'autorisation et puis la sécurité, donc de manière générale au niveau de Symfony. Est-ce que tu comptes faire Oui, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire à ce niveau-là une formation OOP
où on crée un réseau social. C'est-à-dire de la même manière que j'avais eu à faire la formation PHP classique, où on crée un réseau social en PHP, d'autres voulaient ici la même formation, mais avec la programmation orientée objet. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire également pour montrer comment créer la même chose mais avec du code orienté objet sans utiliser le framework aller de A à Z, sans même utiliser par exemple Doctrine, des trucs de ce genre là, créer notre mini ORM. Clairement, ce ne sera pas quelque chose à utiliser en programme, en production, mais on pourrait ici l'utiliser. Donc, Mohamed Yousfi, ça me dit quelque chose, mais il faudra après que je regarde pour le confirmer. Mais le nom me dit quelque chose. Okay. Donc, Lensonso, donc le concept de la chaîne ici, c'est d'expliquer plein de technologies, donc touchant au développement web ou bien à l'informatique de manière générale, de manière simple et chirurgicale. Chirurgicale, c'est difficile à prononcer. Mais l'idée pour moi, c'est que l'information soit claire et limpide, de telle sorte que lorsque vous terminez, vous vous dites, oui, je suis sûr que j'ai bien compris. Donc l'idée, c'est d'expliquer différentes notions de manière beaucoup plus simple. Oui. Donc ça prend du temps, la pratique, en ce qui concerne la programmation orientée objet. Oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour se familiariser un peu avec tout ceci. Je suis en train de voir est-ce que j'ai manqué des questions. J'essaie de remonter. Ça veut dire quoi Mitsubishi? Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé Mitsubishi, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer Mitsubishi. Donc, le bouquin Java, j'ai eu à parler de ceci au début du live. Je disais qu'il est actuellement en relecture. OK? Donc, il faudrait que quelqu'un d'autre lise le livre. S'il y a des fautes d'orthographe, donc il y a des gens qui écrivent mieux le français que moi, qui vont relire un peu. Et également, quelqu'un de plus technique qui va ici évaluer ce que j'ai eu à faire et puis me faire des retours. Donc, tout ceci, ça prend du temps. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas de truc en rapport avec le livre. Mais il est terminé et puis il est en train d'être modifié. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre techno derrière Parlons Code à part Laravel? Non, c'est juste fait avec du Laravel. Okay. Il n'y a pas une techno spéciale. C'est fait avec du Laravel, c'est déployé avec Laravel Forge et puis c'est tout. Okay. J'ai pas toute ma réponse sur comment tu t'organises, mais j'ai un peu un problème à ce niveau-là. Okay. Donc déjà, Mitsubishi, c'est quoi pour que je vous l'explique? Est-ce que vous connaissez probablement la marque Mitsubishi, la marque de voiture? Ok. C'est-à-dire que c'était une marque de voiture que mon père, il aimait. Et moi, le nom, il est resté dans ma tête, Mitsubishi. Et une fois, j'étais en train d'enregistrer une vidéo et puis j'ai dit, ce Mitsubishi. Mais sans même le savoir, avant, je l'utilisais pour des trucs qui ne veulent pas forcément dire quelque chose. Si je veux dire quelque chose, en lieu de pas de dire quelque chose, je dis ce Mitsubishi. Et quand je faisais mes vidéos, c'est resté ce Mitsubishi. Et puis, je me suis rendu compte après, c'est un tic. Parce que d'autres personnes me disaient, mais tu utilises ce Mitsubishi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est comme ça. C'est en rapport avec la marque Mitsubishi, mais moi, je dis Mitsubishi parce que je ne sais pas prononcer plutôt la marque Mitsubishi ou un truc comme ceci. Okay. Est-ce que tu peux organiser un challenge entre apprenants? Donc, c'est une très bonne proposition. Je sais qu'il y a un YouTuber qui est très bien également. Comment je vais dire? Je cherche le mot approprié pour le décrire. C'est vraiment quelqu'un de très ouvert, Graven, qui avait fait quelque chose de ce genre-là. Okay. Donc, vous pourrez aller regarder également sa chaîne YouTube. Il fait des tutos en rapport avec Java. Il fait des tutos en rapport avec Python. Et des tutos en rapport avec le web. Donc, moi, c'est juste le problème. Je ne peux pas me lancer avec des engagements. Donc, c'est Graven. Il y a Graphic 4 également qui fait ici d'excellents tutoriels en rapport avec le développement web, beaucoup plus pour ceux qui sont un peu de niveau intermédiaire. Donc, si vous avez un peu le niveau intermédiaire, c'est sûr que vous allez beaucoup plus apprécier les tutoriels de Graphic 4. Il fait des tutoriels sur JavaScript, CSS, PHP, Ruby, bref. Il fait également d'excellents tutoriels, donc vous pourrez également aller sur sa chaîne YouTube. Ok. Mais Graven, il a également ici ces tutos-là, qu'il fait aussi sur le développement web, des trucs de ce genre. Tu avais fait des vidéos Java à 4h du matin? Oui. Oui, malheureusement. Est-il pertinent d'apprendre Java Swing alors que la techno est quasi abandonnée? Donc, ça va dépendre du jeu. Si vous êtes freelance comme moi, ça peut être intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que moi, des fois, j'ai des projets de clients qui veulent passer à Java FX, mais de manière progressive. Ils ne veulent pas juste reprendre à zéro. Ils veulent passer à Java FX, mais de manière progressive. Donc, vu qu'on peut
mélanger un peu de Java Swing à du Java FX, moi je fais la migration progressivement pour eux. Je remplace des parties avec Java FX au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais si vous ne comprenez pas Java Swing, ce sera difficile de faire ce genre de migration-là. Donc ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous voulez créer une nouvelle application graphique avec Java, mais directement on peut utiliser Java FX. Mais si vous êtes beaucoup plus consultant ou bien dans le monde du freelancing, ça peut être intéressant de connaître Java Swing parce que les entreprises ont besoin de personnes qui connaissent Java Swing et puis qui vont les aider à faire de la migration. Donc, ça dépend vraiment ici du contexte plutôt dans lequel vous vous situez. OK. Est-il pertinent? Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Je suis en train de voir si j'ai manqué ici d'autres questions. Moi, comme je l'ai dit, là, n'hésitez pas, même vous, si vous avez envie de créer votre propre chaîne YouTube, de créer votre chaîne YouTube, ok? Vous allez aimer ici faire ceci. Ne regardez pas forcément ce que vous allez gagner en termes de rémunération et tout, mais quand vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un, vous apprenez doublement. Parce que vous devez vous-même comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir expliquer ici à quelqu'un, ok? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Si vous avez des amis qui codent, vous pouvez apprendre une techno et puis essayer de leur expliquer « Ah, j'ai trouvé telle techno intéressante, voici ce qu'elle permet de faire. » Mais en essayant d'expliquer quelque chose à quelqu'un, sans le savoir, vous allez voir que vous-même, vous apprenez beaucoup de choses parce que vous êtes obligé de bien comprendre avant ici d'expliquer cette chose-là. Okay. Donc, le meilleur moyen d'apprendre une techno, ça dépend du type de techno, mais le meilleur moyen, c'est de créer une application. Tant que vous ne créez pas une application, vous n'allez pas avoir les problématiques qu'on rencontre en créant une application. Donc moi, par exemple, si j'apprends un nouveau framework web, je vais essayer de créer une application en utilisant à ce niveau-là ce framework web. Donc ça peut être une to-do app, ça peut être un blog, ça peut être à ce niveau-là les autres applications que je vous ai montrées, mais c'est de créer quelque chose. Tant que vous ne créez pas quelque chose, vous ne pourrez pas ici réellement l'utiliser. Ok, aussi tu me parles. Oui, donc Tailwind CSS, moi depuis le début, comme je l'avais mentionné au niveau de ma chaîne YouTube, et probablement vous l'avez remarqué, je ne suis pas un expert en CSS. C'est-à-dire que les designs que j'ai eu à réaliser qui étaient beaux, c'est du pur hasard. Donc je sais personnellement que je n'ai pas ici ce goût-là esthétique qui permet de faire des designs de qualité. Par contre, si je travaille avec un designer qui me donne ici une maquette qui a déjà été faite, par exemple avec Sketch ou bien Photoshop ou des trucs de ce genre-là, c'est beaucoup plus simple pour moi de reproduire ceci. Je ne peux pas imaginer le design, mais écrire le code CSS pour le design qui a été fait par exemple avec Photoshop, des trucs de ce genre-là, ça je sais le faire. Donc ça va dépendre. Si vous savez que vous n'êtes pas bon en design comme moi, il est mieux de travailler avec quelqu'un qui fait des designs et puis après vous allez essayer les reproduire, ainsi de suite. Okay? Donc, pour la plupart des projets sur lesquels je travaille, il y a un designer qui fait des designs et puis j'essaie de les implémenter. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez ici les utiliser, des techniques CSS, vous allez devenir un peu plus à l'aise. Si vous utilisez Tailwind par exemple, c'est beaucoup plus simple de faire des choses avec Tailwind en utilisant plein de classes. Donc, même pour quelqu'un qui n'est pas bon en CSS, il peut ici s'en sortir. Vous avez même Tailwind UI qui a été rendu disponible, qui est payant, mais qui vous permet d'avoir plein de templates, disons, préfaits avec Tailwind. Donc, ça dépend réellement du type de projet. Est-ce que tu comptes faire des vidéos en relation avec API Platform? Donc, oui, j'avais mentionné que je prépare une formation 5 applications pratiques avec Symfony, où il y aura l'une des applications qui est une API avec API Platform. Donc, je vais en parler. L'Event Dispatcher de Symfony. Donc, oui, on pourra parler de ceci dans l'application dont je vous parlais. On parle du sérialiseur, des trucs de ce genre, un peu plus en détail. Je regarde, est-ce que j'ai oublié quelque chose en termes de questions? Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien le PHP? Non, moi, ce qui fait que j'aime bien le PHP, la première des choses, c'est que c'est le langage dans lequel je sens que je suis en mesure de m'exprimer. C'est-à-dire, si je veux créer une application en mode console, je peux le faire avec du PHP et puis sans forcément lire beaucoup de documentation parce que c'est le langage que j'ai utilisé depuis un bon moment. Et ce qui est intéressant avec PHP, ça peut être un peu bizarre, mais beaucoup de personnes se moquaient du langage PHP en disant que
C'est un langage qui n'est pas bien, tout est mélangé. Et même moi, au début, j'étais d'accord parce que si vous regardez, il n'y avait pas de consistance entre, par exemple, la manière dont les fonctions étaient nommées. Donc, vous avez, par exemple, la fonction strReplace. Vous voyez comment c'est écrit. La fonction strlen, il n'y a pas de underscore, tout est collé. C'est parce que n'importe qui pouvait rajouter des fonctions et puis il n'y avait pas réellement un comité qui se chargeait de valider ici les différentes fonctions qui étaient rajoutées. Donc, ça, c'est quelque chose au début que je n'aimais pas au niveau de PHP. Le fait qu'il n'y avait pas assez de rigueur ou bien en termes de validation des différentes informations. Mais ça, c'est comme quelqu'un que vous connaissez il y a de cela 8 ans. Mais cette personne va évoluer. C'est pareil, le langage PHP a évolué et puis il y a vraiment beaucoup de choses assez intéressantes qui font maintenant de ce langage un langage ici assez intéressant pour concevoir des applications web, des applications console. Et puis on peut même l'utiliser dans d'autres projets pour faire d'autres choses. Vous pouvez même créer des applications dans d'autres langages de programmation. Et vu que j'aime tellement le PHP, des fois je fais ici des requêtes vers un code backend qui a été codé en PHP parce que je ne sais pas comment le faire dans l'autre langage en question. Donc vous pouvez faire par exemple des trucs en Go et puis appeler du code PHP qui vous retourne du résultat et puis vous continuez avec votre code Go. Donc ce qui fait que vous aimez le langage, c'est que vous vous sentez à l'aise à l'utiliser. Et comment on le sait, c'est que lorsque vous codez, vous savez que vous l'aimez. Parce que vous connaissez un peu tous les contours de ce langage. Mais ça vient avec ici du temps, petit à petit, en créant ici différentes applications. Okay. Ensuite, qu'un jour, l'intelligence artificielle sera d'un tel niveau d'implémentation qu'il fera disparaître les développeurs. Tous les langages actuels sont à la préhistoire. Moi, personnellement, ce genre de débat-là, je n'aime pas rentrer là-dedans parce que je ne sais pas prédire l'avenir. Ok? Par exemple, si vous me demandez qu'est-ce que je vais manger demain, je ne saurais pas ce que je vais manger demain. Mais ce que je peux savoir actuellement en regardant ici l'intelligence artificielle, c'est que ça va forcément impacter notre futur. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est machine learning, deep learning, tout ceci, déjà en train d'impacter la manière dont on voit les choses. Donc, vous avez des trucs en rapport avec le marketing, des trucs en rapport avec le business, des trucs en rapport avec la santé. Il y a même des médicaments maintenant qui sont créés en se basant sur tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, deep learning et tout. Donc, ça va impacter grandement notre futur. Mais est-ce que ça va ici enlever tous les jobs qu'on a en tant que développeur et tout? Pas forcément. On aura forcément besoin ici des humains. Mais ça, c'est mon avis, mais c'est le futur qui va nous dire est-ce que j'ai eu raison ou bien j'ai eu tort. Donc, généralement, je n'aime pas me prononcer sur ces sujets-là parce que je n'ai jamais été bon à prédire ici l'avenir, tout simplement. Est-il possible d'écouter les routes afin de pouvoir faire des redirects en symphonie? Quand on veut gérer. Donc, je n'arrive pas à bien comprendre la question au rock. Probablement, c'est lié à une problématique spécifique que vous avez, mais je n'arrive pas à bien comprendre ici la question. C'est juste ceci. Question sur le statut freelance. Je pose beaucoup de questions. Comment trouvez-vous des clients? Comment connaissez-vous des plateformes qui mettent en contact? C'est comme je vous le disais. Le meilleur moyen ici, si vous êtes freelance, le meilleur moyen d'avoir des clients, c'est d'aider les gens. Ok? Si vous aidez les gens, ben, les gens vont vous aider en retour. Donc, si vous êtes freelance et puis vous n'avez pas de clients, un premier moyen, c'est d'aller aux conférences, par exemple, et puis parler pendant les conférences. Donc, s'il y a une conférence symphonie, et puis je sais que tous mes trucs en rapport, mes trucs plutôt en rapport avec le freelancing, c'est du symphonie que j'utilise, mais je vais aller à toutes les conférences symphonie, je vais essayer de faire des présentations et dire que voilà, j'ai utilisé symphonie pour faire ceci, pour faire cela. Ça vous donne de la légitimité. Et en même temps, vu que vous avez aidé les gens en dispensant de la connaissance, ces personnes-là vont vous aider en retour. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aider. Donc, c'est pourquoi je vous disais, si vous avez envie de créer votre propre chaîne YouTube, vous pouvez créer votre propre chaîne YouTube. Je serai le premier si vous me demandez ici à publier au niveau de Facebook pour dire j'ai eu à créer ma chaîne YouTube, venez vous abonner. Je vais regarder les vidéos. Si c'est des vidéos ici de qualité, vu que ça engage également ici ma crédibilité, je vais poster ceci sur ma page Facebook pour dire voici quelqu'un qui suivait la chaîne YouTube aujourd'hui qui a créé sa propre chaîne YouTube. Allez lui donner ici un peu d'amour en vous abonnant à sa chaîne YouTube. Donc, pensez simplement à aider les autres et puis après les clients viendront simplement. Moi, de mon côté, il y a plein d'abonnés sur la chaîne YouTube qui voient que je me débrouille pas mal en créant mes petites applications. Donc, si ces personnes-là font des applications Laravel, mais elles seront intéressées à pouvoir dire est-ce qu'Honoré, tu ne peux pas m'aider sur telle problématique ou bien telle problématique, ou bien des applications Symfony, ou bien des applications Java, ou bien des applications Python, ainsi de suite. Donc, rien qu'en aidant les gens, sans le savoir, vous vous aidez vous-même. C'est pourquoi je dis que vous donnez, vous allez toujours recevoir. C'est comme ça que moi, je vois personnellement les choses.
Pourquoi peu de gens utilisent PHP Mailer comparé à Swift Mailer? Même maintenant, vous avez le composant Mailer, non? Au niveau de Symfony. Vous avez le composant Mailer. Swift Mailer, vous n'allez plus vraiment ici l'utiliser. Vous avez le composant Mailer au niveau de Symfony. Donc, moi, c'est celui-là que je vais vous recommander d'utiliser. Le Mailer Component. Je peux essayer de prendre la documentation et puis vous donner le lien. Excusez. Je sais que cette question a été posée des centaines de fois un peu partout, mais de ton propre ressenti, pourquoi Symfony plutôt que Laravel selon toi? Donc, moi, je vais vous le dire. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais être transparent là-dessus. La première fois que moi j'ai appris Symfony, je me suis dit, c'est trop compliqué. Pourquoi c'est trop compliqué? Et en dispensant mes formations, c'est ce que je veux ici montrer également aux gens. Symfony n'était pas compliqué parce que c'est la faute de Symfony. C'est parce que moi, je n'avais pas les connaissances requises pour utiliser Symfony. Avec Symfony, si vous avez des problèmes avec l'orienté objet, vous n'allez pas pouvoir réellement ici profiter de Symfony. Parce que si vous ne connaissez pas les classes, les objets, les traits, les méthodes, des trucs de ce genre-là, vous aurez du mal à apprécier un peu la beauté de ce framework-là. Donc, premièrement, il faut avoir les compétences de base en ce qui concerne la programmation orientée objet et tout. Maintenant, après, moi, lorsque j'ai conçu ma première application Symfony et puis je comprenais de A à Z comment ça se passait, j'ai automatiquement aimé la partie formulaire. Comment est-ce que c'est géré au niveau de Symfony? C'est l'un des composants, disons, les plus merveilleux que moi j'ai utilisé parce que vous créez des formulaires, vous rajoutez des trucs avec le form builder, bang bang et puis ça marche. Si vous voulez faire des formulaires avancés avec des trucs imbriqués, ça marche. Si on doit le faire au niveau de d'autres frameworks, ça peut prendre un peu de temps. Même si vous allez avoir le même résultat, ça peut prendre un peu de temps. Donc, moi, je choisis un framework en fonction du type de projet. Si je sais que j'aurai plein de formulaires imbriqués, moi, je vais prendre Symfony. Si je sais que je vais faire plein de trucs en rapport avec, par exemple, disons, OAuth 2, des trucs de ce genre, chacun des frameworks offre des outils, mais si je pense que ce qui est offert au niveau de Laravel est beaucoup plus facile pour moi, je vais l'utiliser. Donc, ça dépend vraiment ici du type de projet. Mais Symfony est un excellent framework au même titre que Laravel, mais c'est fonction du type de projet. Autre chose sur laquelle j'aimerais ici attirer votre attention, c'est que quand je donnais des formations en présentiel, en tant que développeur, on a l'impression qu'on doit tout connaître. C'est-à-dire, s'il y a une nouvelle technologie qui sort, par exemple, on dit maintenant tout le monde utilise Go, ou bien tout le monde utilise Ruby on Rails, ou bien tout le monde utilise Laravel, ainsi de suite. Tout le monde veut apprendre ici ceci. Mais le plus important en tant que développeur, ce n'est pas l'outil que vous utilisez. Le plus important, c'est ce que vous faites de cet outil. Vous allez voir des gens qui utilisent comme éditeur de texte Vim. Mais quand vous les voyez utiliser Vim, qui est un éditeur en console, vous êtes ébloui parce qu'ils sont hyper productifs avec cet éditeur. Vous allez voir d'autres personnes qui utilisent Sublime Text comme éditeur. Mais quand vous allez voir ces personnes coder, vous allez être ébloui également parce qu'elles sont rapides avec ici Sublime Text. Donc, ce n'est pas l'outil qui fait, disons, le développeur, c'est la manière dont ce développeur utilise cet outil. Aujourd'hui, quasiment avec tous les langages de programmation, on peut arriver au même résultat. Après, dans des contextes spécifiques où on a besoin de performance, il y a des langages qui sont beaucoup plus adaptés, mais aujourd'hui, si vous voulez faire un site web, on peut le faire en PHP, on peut le faire en Python, on peut le faire en Ruby, on peut le faire en JavaScript, bref. Le plus important, c'est comment est-ce que vous utilisez ici l'outil, le framework. C'est à vous de pouvoir ici utiliser une techno, utiliser un outil, vous approprier cette techno-là. Et quand les gens vont voir l'utiliser, ils vont vouloir apprendre cette technologie parce qu'ils voient que vous êtes efficace, vous êtes productif. Donc, ne vous concentrez pas forcément sur, disons, la techno ou bien l'outil, mais regardez comment est-ce que vous utilisez cet outil-là. C'est ce qui est beaucoup plus important à mon avis. J'avais testé Framework 2.7. À l'époque, je n'avais pas accroché jusqu'au jour où j'ai découvert Laravel. Exactement. Donc, c'est comme les langages. Vous allez utiliser d'autres langages, mais vous allez voir, il y aura toujours un langage. Quand vous allez l'utiliser, vous allez dire, oh, c'est le langage que j'attendais depuis longtemps. Et puis, vous allez apprécier ici ce langage-là. Je vous assure. Okay. J'aimerais bien voir une démo de formulaire imbriqué en Symfony. Oui, donc ce sera disponible au niveau de l'application Miam que je vous ai montré, où on peut rajouter des étapes lorsqu'on est en train de créer une recette, et puis on peut rajouter après ici des directions. Je vais vous montrer ceci. Mais vous allez voir, c'est très simple au niveau de Symfony, assez simple. Qu'est-ce que tu penses des palmarès annuels des langages? Donc moi, je ne suis pas réellement ici ces trucs-là, je ne suis pas trop dans ce genre de débat. Moi, personnellement, je regarde
Quels sont les technos que j'aime? Est-ce que ça fait ici le travail? Oui, je les utilise. OK. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. J'ai travaillé récemment sur un projet. Attends, la question de Alchemy. J'aimerais bien, je vais voir, j'ai manqué une question. Utilises-tu des admin templates déjà prêts? Non, non, je ne les utilise pas. OK. Si j'utilise des templates, là, ce sont des templates, par exemple, Bootstrap. Donc, il y a déjà un template admin au niveau de Bootstrap, je l'utilise. OK. Généralement, les projets sur lesquels j'interviens, c'est des projets où je fais du back-end, pas forcément du front-end. Où j'ai à faire du back-end, ce sont sur mes du front-end plutôt, ce sont sur mes projets personnels. La plupart des missions que je prends, ce sont des missions en tant que développeur back-end, pas forcément front-end. OK. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je pense qu'il faut absolument que je me forme sur un framework front-end, mais j'ai vraiment beaucoup à part. Donc, ça, c'est une très bonne question, Maïra. Moi, personnellement, le langage que je déteste le plus, c'est le langage JavaScript. Mais on est obligé de l'utiliser. Parce que si vous voulez rajouter un peu de dynamisme au niveau de votre page web, vous allez avoir à utiliser du JavaScript. Même si ce n'est pas du dynamisme, à un moment donné, vous aurez besoin ici d'utiliser du JavaScript. Mais ça ne fait pas que je ne sais pas comment utiliser le JavaScript. Je suis obligé de l'utiliser, mais ce n'est pas le langage que j'aime. Au niveau de la chaîne YouTube, je vais publier une série sur Laravel Livewire. Récemment, sur des projets de clients, c'est ce que j'ai eu à utiliser. Ça me permet de faire ce que je fais avec du JavaScript. Derrière, ça utilise du JavaScript, mais je n'ai pas besoin d'écrire du JavaScript. Je peux rajouter du dynamisme sans pour autant avoir écrit du JavaScript. Donc, si après, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et puis ce n'est pas présent au niveau de Symfony, je peux regarder le code de Laravel Livewire, me créer quelque chose de customisé que je vais utiliser pour mes projets pour faire la même chose au niveau de Symfony, et ainsi de suite. Okay? Mais JavaScript, j'avoue que ça prend un peu de temps. Vous allez voir d'autres personnes qui adorent le JavaScript. Ils vont utiliser Node.js pour le côté back-end, ils vont utiliser React ou bien Vue.js, des trucs de ce genre. Moi, je n'aime pas vraiment ce langage, mais je suis obligé simplement de l'utiliser en tant que développeur. Okay. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je travaille sur un projet et puis regardez ce qui s'est passé. Ils ont voulu utiliser toutes les technos, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser par exemple une histoire de load balancer afin de distribuer le trafic. Ils ont eu à utiliser des trucs varnish. Ils ont eu à utiliser tout ce qu'ils ont eu à utiliser en réalité. Ils n'ont même pas besoin de ceci. Ils ont créé une API. Ils ont créé également ici le front-end avec Vue.js. Mais rien ne marchait. Rien ne marchait. Pourquoi? Parce que déjà pour faire la partie connexion avec JWT, ça leur a pris près d'un mois. Et puis si vous cliquez, c'est vraiment lent, ça ne marche pas. Mais le plus important pour eux, c'était lorsqu'ils vont ici expliquer leur stack, ils vont dire, on a eu à utiliser côté back-end, Laravel, on a fait une API. Côté front-end, on utilise par exemple du Vue.js, on a utilisé un load balancer alors qu'ils n'ont même pas beaucoup de trafic, ainsi de suite. La plupart du temps, en tant que développeur, on est coincé dans ce genre de choses. On se dit que on doit utiliser beaucoup d'outils pour dire qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, ce n'est pas les outils, ce ne sont pas les outils plutôt. Ce qui est important, c'est ce que vous faites de ces outils. Si quelqu'un vient me voir et puis il a besoin de faire un site web, et je sais qu'on peut le faire en quelques heures avec WordPress, pourquoi vouloir porter la casquette de développeur pour dire que je peux le faire avec Symfony et puis ça va me prendre 2 mois, alors que je peux le faire avec WordPress en quelques heures et puis ça va marcher. Donc, à chaque projet, il faut regarder l'outil le plus adapté. Ne pas regarder en tant que développeur pour dire que je vais super coder l'application avec plein de choses, mais il faut regarder l'outil qui est plus adapté. Si on peut le faire directement en utilisant WordPress, moi j'utilise WordPress, je me fous un peu du fait que quelqu'un me dise « Toi, tu n'es pas un vrai développeur, tu as utilisé WordPress. » Mais je sais que WordPress, c'est l'outil qui est adapté. Donc, si vous devez faire quelque chose, ne pensez pas forcément à l'avis des autres. Parce qu'en réalité, en tant que développeur, personne ne sait ce que la personne est en train de faire. Même moi, je ne sais pas ce que je fais. Regardez simplement votre situation, votre problématique, et puis vous choisissez l'outil qui est approprié à la problématique. Les autres peuvent dire que vous n'avez pas à coder parce que vous avez utilisé WordPress, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire. De la même manière, si vous avez un projet que vous pouvez faire en quelques lignes de code en utilisant un service en ligne, ben, vous l'utilisez. Ça ne sert à rien ici de faire des trucs avec une architecture qui a l'air intéressante, mais derrière, on aurait pu le faire de manière très simple. Exactement, ResMed, en fonction des projets, c'est comme je l'ai dit, il y aura certains projets, si vous travaillez en équipe,
Si vous travaillez dans une équipe, par exemple, de 100 personnes, on ne va pas se lever comme ça à coder les choses. Là, maintenant, il faudrait prendre en considération la collaboration en équipe. Comment est-ce qu'on va pouvoir ici structurer le code de telle manière à ce qu'on puisse partager, collaborer sans qu'il y ait ici de tracas. Mais n'allez pas résoudre des problèmes que vous n'avez pas pour l'instant. Ça ne sert à rien, par exemple, d'utiliser l'autre balanceur alors que vous n'avez pas de trafic. Moi, par exemple, lorsque j'ai lancé le site web de Parlons Code, la mémoire RAM, c'était 2 gigas. Et puis, c'était l'option la plus moins chère, en grosso modo, la moins chère possible sur DigitalOcean. C'était 2 gigas. Je n'avais même pas beaucoup en termes d'espace pour le disque dur. Et puis, ça marchait. Quand j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'utilisateurs, ok, j'ai incrémenté à 4 gigas. C'était l'option qui venait tout juste après. Quand j'ai vu que, ok, 4 gigas, ça ne suffit plus, parce que c'était beaucoup plus lent, je suis passé à 8 gigas, et ainsi de suite. Donc, je n'essaie pas de résoudre des problèmes que je n'ai pas. Je n'allais pas mettre 8 gigas et puis j'allais payer alors que je n'ai même pas encore le trafic de 8 gigas. Si après, maintenant, je vois qu'il y a tellement de requêtes, il faut utiliser un load balancer pour distribuer la charge, vous allez le voir parce que la problématique va survenir. Le plus important, c'est d'être prêt à réagir à la problématique, mais de ne pas ici vouloir résoudre les problèmes qui ne sont pas forcément présents dès le départ. Tu comparerais LiveWire à Inertia? Pas vraiment. Vous allez voir, je vais publier une formation sur Laravel LiveWire. C'est un peu différent. La manière de voir les choses, elle est un peu différente. Okay. Moi, j'aime un peu plus l'approche de LiveWire. J'ai déjà utilisé Inertia, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais récemment, j'ai utilisé LiveWire et puis je trouve intéressant la philosophie parce que j'étais déjà habitué à des frameworks Fontaine comme Vue.js et puis la philosophie est quasiment la même, donc je trouve intéressant de l'utiliser à ce niveau-là pour faire ce genre de choses. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, je pense que j'ai répondu quasiment. Qu'en penses-tu du projet Lara Classify? Est-il agile en termes de production? Je ne sais même pas c'est quoi. Ok, je vais chercher en même temps puis voir c'est quoi. Mais je n'ai jamais entendu parler ici de Lara Classify. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas quoi dire à ce niveau-là. Désolé. Okay. Je ne l'ai jamais utilisé, ce projet. C'est quoi ton framework préféré? Tout langage de programmation confondu. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Là, je vais vous dire actuellement c'est quoi mon framework préféré, mais je sais que ça peut changer dans le futur. Mais actuellement, sans vous mentir, je dirais que c'est Spring avec Spring Boot. Ok, j'aime mieux Spring Boot. Principalement sur les projets récents, c'est celui-là que j'ai eu à utiliser et puis il est assez intéressant, Spring Boot. Mais j'aime aussi Laravel, j'aime Symfony, j'aime Django, mais si je dois choisir, c'est Spring Boot. Je sens un peu plus de rigueur, un peu plus de structuration, également un peu plus de, comment je vais dire, il me manque le terme, mais j'adore Spring Boot tout simplement. Okay. Tu connais une dépendance pour facilement implémenter le protocole OAuth 2 avec Symfony? Oui. Normalement, c'est pas hyper compliqué, là. Vous allez trouver ici un bundle pour le faire. Ok. Si vous tapez OAuth 2 bundle Symfony, là, vous allez trouver un bundle qui permet de le faire. Et vous allez vous baser simplement sur le bundle qui a le plus ici de like. Ok. Il y a un bundle avec FOS que vous pouvez regarder. Il y a un bundle, si vous regardez aussi OAuth 2, on tape par exemple API Platform, si vous faites des trucs avec ici API Platform. Dans la documentation, ils vont vous expliquer comment est-ce que vous pouvez configurer ceci. Donc, moi, généralement, en fonction de l'outil que j'utilise, je regarde au niveau de la doc, ce qui est recommandé, puis je le fais. Chez toi, tu utilises Symfony Serve ou Vagrant Docker ou des choses pareilles. Donc, ça va dépendre du type de projet. Ok, encore une fois. Je vous donne un exemple. Au niveau du projet Safecart que je vous ai montré, où on affichait ici des utilisateurs et tout, vu que les utilisateurs, on peut avoir peut-être 10 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, je me suis dit, faire une requête vers l'API, et puis à chaque fois on retourne 100 000 utilisateurs, il serait intéressant de mettre ceci en cache. Et pour mettre ceci en cache, je voulais utiliser Redis comme, disons, système de caching. Donc, je vais utiliser Redis comme driver en grosso modo. Mais le problème, c'est que, pourquoi je vais utiliser Redis? C'est parce qu'en production, je sais que je vais utiliser Redis. Et il est généralement recommandé de miroiter l'environnement de production. Si vous êtes en développement, vous savez qu'en production, vous allez utiliser comme base de données, comme système de gestion de base de données PostgreSQL.
Mais en développement, il faudrait utiliser PostgreSQL. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise une fois que vous serez en production. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai utilisé Docker. Comme ça, j'ai configuré pour utiliser Redis et puis tout marchait. Mais ça dépend du projet. Si je n'ai pas de besoin spécifique, en lieu de me fatiguer, ben, je ne vais pas le faire. Donc, avec Docker, ça m'a évité de rentrer à installer Redis sur ma machine, avoir des problèmes de configuration, plein de choses. Je fais ici un Docker pull, je récupère l'image, je fais run, je regarde la configuration. Si j'ai besoin d'utiliser Docker Compose, je le fais. Mais ça dépend vraiment du projet. Donc, si vous devez retenir quelque chose, moi, en tout cas, de ma manière de fonctionner, j'évite de me créer moi-même des problèmes. J'utilise des outils uniquement si j'en ai besoin. Si je n'en ai pas besoin, plutôt, je ne les utilise pas. Donc, généralement, pour tous mes projets, c'est Symfony Server. Il y a des projets spécifiques où j'utilise Docker. Vagrant, je n'utilise pas réellement parce que les machines virtuelles, après, c'est un peu lent. Donc, je préfère utiliser Docker maintenant. Oui, je vais le faire. Vous allez le voir au niveau de la chaîne YouTube. Il y a plein de trucs que j'ai eu à écrire. Peut-être vous n'allez pas, vu que mon écran n'est pas partagé, mais il y a une liste de formations qui est préparée. Okay? J'attends au fur et à mesure pour que ce soit disponible. C'est quoi le meilleur service pour envoyer des mails en production? Donc, je ne vais pas dire forcément le meilleur, mais celui que j'utilise et puis je n'ai jamais eu de problème, c'est Spark Post. Moi, c'est celui que j'utilise. Il y a également SendGrid qu'on utilise, ok, sur un autre site qui marche également, ok. Mais les deux, Spark Post et puis SendGrid, ce sont les deux que j'ai utilisés et puis je n'ai jamais eu de soucis. Donc, sur Parlons Code, j'utilise Spark Post. Ça coûte genre $20 par mois. Et puis sur Samapass, qui est un autre site, on utilise SendGrid parce que au début, c'est ce qui avait été choisi pour avoir des IP personnalisés et tout. Et ça coûte environ, je pense, $90 par mois parce qu'on a choisi une option assez particulière. Mais les deux, je les trouve intéressants parce que je les ai déjà utilisés. Okay. Que penses-tu du framework Flask? Donc, Flask, c'est un framework excellent. Moi, lorsque je fais mes petits projets, là, où j'ai besoin d'avoir un petit script pour servir une API et retourner du JSON avec du Python, j'utilise Flask. Pour des projets où je sais que j'aurai des formulaires, la sécurité et tout, je préfère utiliser Django si je veux le faire avec Python. Donc Flask, c'est intéressant, mais il y a également ici le contexte dans lequel vous allez vous trouver. J'évite de tout faire avec Flask si je dois utiliser des formulaires, des trucs de ce genre-là, parce que si vous êtes débutant, vous risquez d'avoir une architecture qui n'est pas maintenable parce que vous avez mal structuré votre projet. Donc, si j'ai des petits scripts, moi, j'utilise Flask. Mais si je sais que c'est quelque chose que je vais modifier plus tard, maintenir, et puis je vais utiliser des formulaires, j'aurai ici la partie sécurité, j'aurai du caching. En lieu de moi-même recomposer tout ceci avec Flask, j'utilise directement Django. Okay. C'est quoi le nom de ton projet qui gère plusieurs moyens de paiement? Okay, donc, ce n'est pas mon projet, je suis cofondateur, mais c'est Pedunia.com. Okay? Donc, c'est Pedunia.com. Donc, qui permet de pouvoir faire des paiements en ligne, mais en utilisant des solutions de téléphone mobile. Parlez-nous un peu des repositories dans Symfony. Donc, les repositories, c'est pas forcément lié à Symfony, c'est lié un peu plus à Git, ok? Tout ce qui est système de contrôle de version. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, je vais vous demander de regarder ma série de vidéos, ma formation Git. Si vous cherchez plutôt formation Git, teacher du net, au niveau de Google, vous allez voir ici la formation Git qui parle un peu plus des repositories en détail. Tu as fait une formation sur Spring, mais on peut l'apprendre sans pourtant. Oui, moi personnellement, j'ai appris Spring Boot et Spring là, sans apprendre Java EE. J'avoue que c'est plus intéressant si vous connaissez Java EE parce que plus tard, lorsque j'ai mieux compris Java EE, je comprenais mieux cette histoire de servlet, des trucs de ce genre-là. Mais vous pouvez vous en passer et puis utiliser ceci sans problème. Okay. C'est comme d'autres personnes peuvent apprendre un peu Django sans connaître Python. Au fur et à mesure, ils vont apprendre Python. Ce n'est pas forcément l'approche qui marche pour tout le monde, mais c'est possible de le faire. Okay? Mais si vous avez déjà fait Java EE, vous allez encore mieux apprécier Spring. Vous allez mieux comprendre ce que Spring vous permet ici de sauver en termes de code que vous aurez à ne pas écrire, en grosso modo. Okay. La question de Yakuba, je vais essayer de voir. Je pense que j'ai manqué la question. Je vais essayer de regarder. Juste faire un copier-coller de la question parce que je ne la retrouve pas. Oui, je pense que je viens de répondre à la question. C'est la question à laquelle je viens de répondre.
Bonjour, dans la formation Symfony 5, on parle de certificat pour être en HTTPS. À un moment, je voulais utiliser Tulio à travers vos vidéos, il me parle de certificat. Donc, tout ça, c'est en rapport avec la notion de sécurité. OK? Tout ce qui est SSL, des trucs de ce genre. C'est un sujet assez intéressant. C'est pas hyper compliqué, OK? Mais je peux faire une vidéo explicative là-dessus. Mais tout ceci en rapport avec la sécurité. Tu connais une alternative à Stripe. Donc, au niveau de Parlons Code, j'utilise Stripe. Il y a PayPal que vous pouvez utiliser, mais il y a d'autres solutions. Je sais que dans des endroits spécifiques, il y a une solution qui a pour nom Molly. Je ne sais pas si je l'ai bien écrite, mais c'est une solution qui est utilisée également par d'autres personnes. Mais vous avez plein d'autres solutions. Moi, j'ai eu à utiliser Molly juste pour un client qui l'utilisait, donc j'étais obligé de l'utiliser, mais principalement, j'utilise Stripe ou bien PayPal. Oui. Donc, les dépôts, lorsqu'on parle de repository, ça peut être lié à plein de choses, ok? Au niveau de packages, on parle plus de package, mais on sait que des fois, les packages sont backés par des dépôts sur, que ce soit GitHub, Bitbucket, des trucs de ce genre, mais de manière générale, repository, on l'associe au système de contrôle de version. Que penses-tu des mouvements d'argent sur les applis? Pour le moment, à chaque fois qu'un client me parle de transactions financières, je suis obligé. Ça dépend ici de votre emplacement géographique. Si vous pouvez utiliser Stripe, il n'y aura aucun problème parce que la documentation de Stripe, elle vous montre de manière claire comment est-ce que vous pouvez recevoir des transactions sans pour autant ici ouvrir des brèches de sécurité au niveau de votre application. Okay? Mais ça dépend vraiment ici de ceci. Et croyez-moi encore une fois, je vais vous dire ceci, je ne dis pas par pur plaisir, mais je vous le dis parce que c'est bien de faire des erreurs. Okay? Moi, par exemple, lorsque je commençais mes vidéos YouTube, je ne pense pas que j'étais à l'aise à faire des vidéos parce que de nature, j'étais quelqu'un de très, disons, introverti, qui est dans son coin, qui n'aime pas forcément parler et tout. Alors que avant, quand j'étais tout jeune, j'étais quelqu'un de bruyant, qui faisait beaucoup de bruit, et ainsi de suite. Mais vous allez développer au fur et à mesure que vous faites quelque chose, vous allez développer une aisance. C'est pareil, si vous voulez faire des choses, il faudra vous lancer et puis découvrir des erreurs, mais apprendre de ces erreurs. Vous allez commettre des erreurs, mais apprendre de ces erreurs. Lorsque on lançait pdunia.com, que j'ai eu à montrer, c'est une solution comme Stripe, en grosso modo, simplement que on ne passe que ce soit des cartes bancaires uniquement. On accepte des paiements via des solutions de paiement de mobile money. Donc, par exemple, dans des pays en Afrique, principalement, les gens n'aiment pas trop les banques. Ils vont préférer utiliser leur téléphone mobile avec des opérateurs téléphoniques pour transférer de l'argent, payer leurs commandes, des trucs de ce genre, payer la facture d'électricité. Donc, tout ceci est géré par le téléphone. Donc, Pdunia, c'est une solution qui permet de pouvoir payer en ligne, mais avec son téléphone mobile. Donc, il y a un ami avec qui j'ai étudié, qui avait l'idée, et puis il voulait faire ceci. Comme il savait que je n'étais pas mal en programmation, il m'a dit, viens qu'on s'associe, moi je vais gérer tout ce qui est business, et puis toi tu vas gérer la partie code. Mais en ce moment-là, je n'avais aucune connaissance en ce qui concerne les paiements en ligne. Je ne savais même pas comment on crée une solution de paiement en ligne, je ne savais même pas comment est-ce qu'on gère la sécurité, je ne savais rien de cela. Donc bien évidemment, comme vous vous imaginez, lorsqu'on a lancé la première version, elle n'était pas parfaite parce que tout le monde était nouveau dans cette histoire de paiement en ligne. Tout le monde était nouveau dans cette histoire de sécurité. Mais vous avez la possibilité de suivre des formations en ligne, que ce soit sur YouTube, sur Udemy, sur Coursera. Vous avez également Code Academy. Vous avez la possibilité d'apprendre énormément de choses via le net aujourd'hui. Mais une fois que vous apprenez ce genre de choses-là, il faudra les mettre en pratique. Donc, dans la première version, bien évidemment, on a eu à commettre des erreurs. Et on a eu à faire ceci qui ne marchait pas, cela qui ne marchait pas, mais c'est tout ceci qui fera de vous plus tard un développeur différent parce que vous aurez déjà eu à commettre ces erreurs-là. Et si quelqu'un vient et puis vous demande comment est-ce que je gère ceci, pour cette personne, vous devenez un expert. Vous n'êtes pas en réalité un expert, c'est que vous avez déjà eu ce même problème-là et puis vous savez la solution. Donc moi, ce que je vous donne comme recommandation, n'ayez pas peur de faire des choses. C'est normal de faire des erreurs. Simplement, il faudrait être en mesure de pouvoir ici apprendre de ces erreurs-là. Je ne dis pas qu'il faut aller en production et puis lancer des solutions de paiement en ligne et puis toutes les informations de l'utilisateur, elles vont être disponibles sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que vous ne commencez pas quelque chose, vous allez toujours avoir peur. Il faut au moins tenter, essayer de l'améliorer au fur et à mesure et puis après, vous allez apprendre de vos erreurs.
plus tard, lorsque vous aurez appris de ces erreurs, les gens vont vous appeler expert, mais vous n'êtes pas en réalité un expert. Vous saurez que vous ne connaissiez pas quelque chose auparavant, vous avez appris, vous avez des erreurs que vous avez commises, maintenant vous connaissez mieux, vu que vous connaissez mieux, mais vous pouvez aider les autres et ils pensent que vous êtes des experts, c'est juste ça. Je bosse sur un projet de gestion de stock et depuis quelques jours, je cherche un moyen pour intégrer un système d'envoi de mails, mais je suis bloqué et j'ai besoin d'aide. Donc, ça dépend du type de projet, ok? Ça dépend du langage, ça dépend de la technologie. Il n'y aura pas forcément quelque chose qui va passer ici automatiquement. Ça va dépendre ici un peu de ce que vous utilisez. Beaucoup de gens disent que Java EE est meilleur que PHP. Donc, comme je l'ai dit, c'est question de préférence, ok? C'est comme si vous me dites, beaucoup de personnes disent que les pommes sont meilleures que les bananes. Vous allez avoir des gens qui vont aimer les pommes, vous allez avoir des gens qui vont aimer les bananes, mais vous allez avoir des gens qui vont aimer les deux. Vous allez avoir des gens qui vont aimer aucun de ces deux-là. Donc, il y aura des gens qui vont dire JavaScript est meilleur que cela. Le plus important, c'est de regarder, vous, dans votre contexte, qu'est-ce qui vous intéresse et puis vous allez l'utiliser. Ce n'est pas l'avis des autres qui compte, mais c'est votre avis. Ok? Moi, je me base prioritairement sur qu'est-ce que j'ai comme besoin, quelles sont les technologies que je maîtrise, quelles sont les technologies disponibles qui me permettront de faire ceci et puis je le fais. Je ne pense pas à ce que les autres vont penser de moi. C'est juste ça. Il faut pisser du code tout le temps, faire plein de projets, exactement. Non, pas pour l'instant. Peduna n'est pas présent au Niger, mais je sais que actuellement on est en plan d'expansion, donc on sera présent dans plein d'autres pays ici en Afrique. Meilleur framework backend. Donc comme je l'ai dit, actuellement j'utilise Spring Boot principalement, donc je vais dire Spring Boot, mais je ne pense pas que c'est le meilleur framework backend. Ok. Tu n'as pas lu ma question, surfeur des temps. Je pense que les dépôts c'est packages. J'avais répondu, j'avais dit que packages, on a des packages qui sont disponibles, qu'on peut installer via PHP, ok? On parle de package, pas forcément de dépôt. Je pense que j'avais répondu à la question. Je comprends ce que tu veux dire, mais vu qu'il y a de l'argent, les clients, c'est un peu flippant. Exactement, c'est pourquoi je disais que il faut utiliser Stripe. Et Stripe, ils ont eu à mettre à jour. Vous voyez, c'est Graven qui vient de faire ici un don. Je vous parlais de Graven tantôt, je vous ai dit d'aller sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que il est vraiment très amical et puis ouvert. Okay. Donc si vous ne le connaissez pas, vous allez taper Graven sur YouTube, vous allez voir sa chaîne YouTube. Il fait des tutos comme je vous l'ai dit sur du Java, sur du HTML, sur du CSS, sur du Python, des tutos assez intéressants. Ok. Tu vois. Ok. Peut-être recopier la question surfeur des temps et puis la coller pour que je puisse la voir parce qu'il y a tellement de questions, c'est un peu difficile aussi de me retrouver. Ok. Donc, je vais dire merci Graven. Ok. Exactement. Comme je vous l'ai dit, il y a d'excellents youtubeurs que vous allez trouver. Il y a Lior également qui fait des tutos sur Symfony que vous pouvez regarder. Je sais qu'il a des formations aussi sur Udemy. Ok, donc il y a Lior. Le plus important, c'est d'apprendre de différentes personnes. Ok, vous allez voir que chaque personne a une manière de voir les choses. Et si vous regardez quelqu'un coder, vous allez probablement remarquer que cette personne code différemment d'une autre personne et ainsi de suite. Donc, en apprenant de plusieurs personnes, vous allez ici apprendre différentes techniques. Peut-être l'autre développeur fait des choses d'une manière et puis l'autre fait d'une autre manière. Vous allez voir, ah, j'aurais pu le faire de cette manière et ainsi de suite. Donc, vous avez plein de sources d'apprentissage. Exactement. Ok. Maintenant, ici, je dois vous donner, peut-être on va s'arrêter là après ceci, une recommandation en termes de petite expérience que moi j'ai eue, si vous voulez lancer votre propre business et tout, comme je vous le disais. La première des choses, c'est de ne pas penser à l'argent si vous faites quelque chose. C'est important. Il faut faire quelque chose parce que, tout simplement, vous voulez aider les autres. Et sans vous en rendre compte, un business va se développer. Parce que en donnant, vous recevez doublement. Ok? L'exemple qu'on prend souvent, c'est que, imaginons que vous avez plein de bonbons dans la main, et puis on souhaite vous donner d'autres bonbons, mais votre main est remplie. Vous ne pouvez plus recevoir ici ces bonbons-là. Ce sera difficile de recevoir les bonbons parce que votre main est remplie.
Mais si vous donnez un peu de bonbons à quelqu'un d'autre, vous pourrez ici toujours recevoir des bonbons. C'est ce que je veux dire. Donc, si vous donnez sans compter, vous allez recevoir également, sans le savoir, vous allez recevoir ici énormément de choses. Donc, c'est important ici de faire des choses sans penser premièrement ici à une rémunération ou un truc de ce genre. Et après, ceci viendra intrinsèquement. Quand vous allez lancer quelque chose, vous allez avoir des obstacles. Il y aura des gens qui vont aimer ce que vous faites. Il y aura des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Et c'est normal. Dans la vie, on ne peut pas toujours aimer ce que vous faites. Il y aura des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Il y aura des gens qui vont aimer. C'est comme si on a une musique qui sort. Moi, je peux trouver la musique excellente. Quelqu'un d'autre peut trouver la musique merdique. Mais c'est l'avis de chaque personne. Et ce qui est important, c'est que si vous croyez en quelque chose, il faudra alors vous concentrer sur ce qui est positif. Imaginons que moi, j'aime faire des vidéos YouTube. Si je poste la vidéo et puis il y a par exemple 800 likes et puis il y a 30 dislikes, mais moi je me dis j'ai aidé 800 personnes, il y a 30 personnes qui n'ont pas aimé, peut-être j'ai mal expliqué quelque chose et puis vous allez comprendre. Ce que j'ai découvert également, c'est que ce qui est difficile avec YouTube, quand quelqu'un clique sur le dislike, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la personne a disliké. Mais en réalité, les personnes ne dislikent pas forcément parce qu'elles ne vous aiment pas, elles dislikent pour des raisons ici bien précises. Un exemple, c'est que j'avais posté une vidéo et puis au niveau de la vidéo, c'était introduction à MySQL. Au niveau de la vidéo, je disais par exemple que je vais prendre un exemple dans une table d'employés. Imaginons au niveau de la table d'employés, on a 3 employés. On a Honoré qui est un employé, qui est par exemple ici, disons, directeur technique. On a ici Michel qui est également un employé, qui est à ce niveau administrateur. Et puis on a Marie qui est aussi une employée et Marie, elle est secrétaire. Mais il y a une femme qui avait commenté la vidéo pour dire, mais ça c'est une vidéo où je parle en tant que misogyne parce que j'ai donné de bons postes aux hommes. J'ai dit que Honoré est directeur technique. J'ai dit que Michel est administrateur, mais j'ai dit que Marie, à ce niveau-là, est secrétaire. Mais si la personne n'avait pas commenté, moi, je n'allais pas savoir que j'ai pu offenser quelqu'un en disant qu'une femme était secrétaire. Mais moi, pourquoi je l'ai dit, c'est parce que moi, où j'ai grandi, la personne qui avait beaucoup d'argent, elle était secrétaire. Et on l'appelait même tanti secrétaire. Le nom qu'on lui donnait, c'est tanti secrétaire. Donc pour moi, quand je dis une femme est secrétaire, ce n'est pas quelque chose de dénigrant. Quand je dis qu'une femme est secrétaire, je dis elle a beaucoup d'argent. Mais chacun a son point de vue. Et ce qui est difficile lorsque on est en ligne, je ne peux pas expliquer mon point de vue parce que je ne peux pas voir cette personne et expliquer pourquoi j'ai dit secrétaire. Et de la même manière, la personne ne peut pas comprendre pourquoi j'ai dit secrétaire. Donc si vous faites quelque chose et puis les gens n'aiment pas, ne vous dites pas que c'est contre vous. Il fallait vous dire simplement à ce niveau-là que peut-être vous avez dit quelque chose dans la vidéo que les gens n'ont pas aimé. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de gens positifs que de gens négatifs. Il y aura des gens qui ne vont pas vous aimer juste parce que les gens ne vous aiment pas. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose, ces gens ne vont pas aimer. Mais vous vous concentrez sur le positif, vous aidez des gens et puis, comme on le dit, le karma en retour ici va vous aider. Ok? Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Yeah. Je pense que vraiment qu'un site web n'a que AdSense puisse générer une rémunération conséquente. Moi, je n'aime même pas AdSense et puis je ne pense pas que ça peut gérer. Je n'aime pas les sites où il y a des publicités. Pour moi, quand je vois des sites où il y a des publicités, je pense que c'est pas de vrais sites. À moins que la publicité soit placée de manière subtile, sans pour autant qu'elle puisse être intrusive en grosso modo. Donc, je ne me base pas réellement sur la publicité pour ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, prenons le cas par exemple de Graven. Ok, Graven, il fait ses vidéos gratuitement sur YouTube, il publie ses vidéos, mais beaucoup de personnes ont eu à apprendre grâce à lui. Ces personnes-là savent également que Graven, il sait coder en HTML, il sait coder en Java, il sait coder en Python, ainsi de suite. Pareil pour GraphiCart. Il fait des vidéos gratuitement sur YouTube. Beaucoup de personnes savent qu'il sait coder en PHP, il sait coder en JavaScript, il sait coder en HTML, en CSS, ainsi de suite. Donc, si Graven ou GraphiCart décident de faire des formations payantes, mais les gens vont ici les acheter. Pourquoi? Parce que ces personnes savent ce que Graven est capable de faire, ce que GraphiCart est capable de faire. Et puis également, pour les encourager, les gens vont acheter les formations. Mais si Graven et GraphiCart ne faisaient pas des trucs gratuitement, comment est-ce qu'on va savoir comment est-ce que Graven explique ou bien comment est-ce que GraphiCart explique? Donc, il faut être en mesure de dispenser des formations gratuitement pour que les gens sachent de quoi vous êtes capable, également comment est-ce que vous expliquez. Il ne faut pas juste penser à l'argent. Et comme je vous l'ai dit, si vous vous focussez plus sur comment aider les gens, l'argent viendra seul, l'argent ne viendra pas difficilement parce que les gens vont vouloir vous aider pour le travail que vous investissez, pour l'effort que vous investissez tout simplement au niveau de votre travail. Ok.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ceci? OK. Et comme vous l'imaginez, là, il y a d'autres développeurs qui savent peut-être mieux coder que moi, mais simplement, vu que ces gens ne sont pas sur YouTube, vous ne les connaissez pas. OK? Donc, il y a d'autres développeurs peut-être qui sont très, très, très bons codeurs, qui maîtrisent plein de technologies que même moi, je ne maîtrise pas. Mais vu que ces gens ne sont pas sur YouTube, vous ne les connaissez pas. Donc, il peut exister plein de choses. Il faut juste être en mesure ici de se rendre accessible. Et puis après, les gens vont vouloir ici vous récompenser pour le travail, ainsi de suite. Exactement. Donc, vous voyez, Graven dit, après, je ne suis pas du tout pour ce business model. Je considère que la connaissance doit se propager gratuitement. Donc, ça va dépendre également dans le contexte dans lequel on se trouve. Je vous donne moi mon exemple particulièrement. Moi, je fais actuellement un doctorat, comme je vous l'ai dit, mais je fais le doctorat pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir un doctorat, c'est parce que après, je veux pouvoir dispenser des certificats pour dire que vous avez suivi telle formation avec moi, voici le certificat que vous pouvez utiliser, qui est un document légal dans ce contexte-là, parce que j'aurais eu la légalisation pour faire tout cela, et vous pourrez l'utiliser afin de faire vos recherches d'emploi, des trucs de ce genre. Mais moi, ce que je veux faire pour vivre, c'est donner des formations, ok? Mais si je décide de le faire, je n'aurai pas ici la possibilité de pouvoir payer mon loyer, mettre mes enfants à l'école, si tout ce que je fais est gratuit. Parce que si je ne travaille pas au niveau d'une entreprise et que ceci, c'est ma source de revenus principale, ce sera difficile pour moi ici de pouvoir ici subvenir à mes différents besoins en grosso modo. Donc ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Si je décidais de travailler au niveau d'une entreprise et puis je considère faire des formations comme un hobby, bien évidemment, il serait important ici de rendre ceci gratuitement et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Mais si après vous voulez faire de cela, par exemple, votre gagne-pain, il faudra bien sûr continuer à donner du contenu gratuit, mais à un moment donné, il faut que ce soit payant, sinon vous ne pourrez pas payer votre loyer, vous ne pourrez pas ici mettre vos enfants à l'école, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas les fonds pour le faire. C'est juste ceci. Moi, j'adore travailler aussi avec les enfants, personnellement, parce qu'on apprend énormément de choses. Il y avait un projet bénévolat sur lequel j'étais censé travailler, pour lequel on devait utiliser, c'était Scratch comme technologie pour apprendre à développer. Mais il y avait des enfants qui avaient déjà utilisé Scratch et puis qui me parlaient de certains trucs même en rapport avec l'électronique, des trucs de ce genre et tout. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est juste voir quelqu'un et puis il va dire « Oh, c'était intéressant, j'ai suivi l'une de tes vidéos PHP et puis j'ai pu comprendre quelque chose. » Pour moi, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Si vous faites des formations et puis quelqu'un dit « J'ai appris un petit quelque chose grâce à toi », pour moi, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Maintenant, si vous formez des enfants, ils vont grandir, ils vont devenir ici des adolescents, des adultes, des parents, mais vous allez ici les suivre sur tout leur parcours. Donc, c'est pourquoi si vous enseignez, par exemple, à l'université, je trouve que c'est un grand privilège parce que vous allez pouvoir enseigner plein d'étudiants et ces étudiants-là, ils pourront se rappeler de vous. Bien sûr, si vous avez fait votre travail de manière, disons, assez... avec beaucoup d'amour, ils pourront se rappeler de vous de manière positive. Okay. Je ne savais pas que, Graven, tu donnais ici des cours à des enfants. Je trouve ça vraiment ici très, très, très excellent, en tout cas. Honoré, comment les entreprises font pour accéder à leurs applications web? Ils tapent l'adresse dans leur navigateur, comment ça se passe? Je n'ai pas compris là. C'est-à-dire, une fois l'application déployée, normalement, il y aura ici un nom de domaine qui sera rattaché et puis on pourra le taper comme tout le monde pour accéder. Donc, il faut déployer d'abord l'application. En fonction de la technologie, il y a des solutions pour faciliter le déploiement. Et puis après, on tape l'adresse dans la barre d'adresse. Regarde la formation réseau social en PHP. Donc, je pense que j'avais oublié une question. OK. Donc, moi de mon côté, c'est que j'ai du mal à être interactif. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus renfermé. Donc aujourd'hui, voir que je suis en train de discuter avec vous, je trouve ceci excellent. Okay? Au moins, je peux rajouter des noms sur les différentes personnes qui mettent des commentaires sur les vidéos et puis qui like. Autre chose que j'aimerais dire, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont un peu fâchées, qui se disent
Honoré, il ne répond pas aux commentaires, ou bien Honoré, je lui ai envoyé un message sur Facebook, il n'a pas répondu. Le truc, c'est que pour moi, avec mes différentes activités, c'est difficile de pouvoir répondre ici à tout le monde. Et imaginez si vous posez une question qui est spécifique, par exemple, j'ai utilisé tel techno, j'ai fait telle chose, ça ne marche pas. Des fois, sans voir votre code source, ce sera difficile pour moi de savoir d'où vient le problème. Et je préfère ne pas ici entamer une conversation que de démarrer une conversation que je ne peux pas terminer. Donc, si vous me posez une question, et puis je réponds, et puis après je n'ai plus le temps de répondre, vous allez vous dire que peut-être vous avez dit quelque chose qui a fait que je n'ai plus répondu, ou bien j'ai décidé de ne plus vous répondre. Alors que si je ne réponds pas, je me dis au moins que je n'ai pas entamé une conversation que je n'ai pas ici terminée. Donc, c'est parce qu'il y a plein de messages, je fais de mon mieux pour répondre, mais c'est pas évident. Donc, ne vous dites pas que il a pris la grosse tête, il n'a pas envie de répondre, bien des trucs de ce genre, c'est juste que c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Le mieux que je puisse faire, c'est toujours enregistrer des vidéos et puis les poster, mais répondre à tout le monde, c'est pas forcément évident. Tu fais donc un doctorat en blockchain et en sécurité. Exactement. Donc, ça porte principalement sur l'Internet des objets et puis la blockchain. C'est-à-dire que ces deux domaines, on peut les fusionner pour faire des trucs assez intéressants. L'Internet des objets, c'est tous les objets connectés que vous connaissez. Vous pouvez après, aujourd'hui, avec votre Raspberry Pi, votre Arduino, même faire d'autres trucs assez intéressants. Votre réfrigérateur intelligent, Google Home à la maison. Moi, c'est m'intéresser à la sécurité de ce point de vue-là. Les informations qui passent, comment est-ce qu'on garantit que c'est pas n'importe qui a accès à ces informations-là? Comment est-ce qu'on garantit qu'il n'y a pas un man in the middle qui peut intercepter ces informations, faire d'autres choses? Et la blockchain, c'est un monde à part également, qui est en rapport avec, disons, une base de données qui est immuable dans le sens où on ne peut pas ici supprimer les informations. On peut rajouter des informations, mais on ne peut pas ici les supprimer. Mais vous avez la possibilité de pouvoir un peu combiner les deux pour faire des trucs intéressants. Et ça porte un peu sur ces deux domaines-là, mon doctorat. Mais en pratique, ce que je viens de vous expliquer, en pratique, ce que je fais, c'est des mathématiques. Donc, c'est de l'algèbre, c'est des trucs. C'est pas vraiment des trucs intéressants que vous avez envie de faire. Mais si on regarde de manière un peu plus haut niveau, voici ce que je fais, mais derrière, c'est tout simplement ici des mathématiques. Okay. Pour ceux qui cherchent une copine, il y a la série Java FX. Ça, vous voyez par exemple, ça c'est une très bonne. Lorsque je fais les vidéos, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé quand même beaucoup de séries, il y a une application que j'aime faire. L'application, c'est Coureur de jupons. Okay? Et au niveau de l'application Coureur de jupons, on peut incrémenter le nombre de copines, on peut décrémenter le copine. On peut décrémenter plutôt le nombre de copines. Donc, on clique pour dire, j'ai une nouvelle copine, j'ai perdu une copine, j'ai une nouvelle copine, et puis ça incrémente le nombre de copines, et puis ça décrémente le nombre de copines. Mais regardez, je donnais le cours à l'université, c'était la session passée, je donnais ce cours-là. Et au niveau de l'université où je donne les cours, les étudiants ont la possibilité à la fin de pouvoir évaluer l'enseignement pour dire j'ai aimé l'enseignant pour telle raison ou bien je n'ai pas aimé telle ou telle chose. Mais il y avait un commentaire qui disait l'étudiant, le professeur, c'est comme s'il est misogyne dans le sens où il prend des exemples comme si les femmes c'était des objets. On incrémente le nombre de copines, on décrémente le nombre de copines. Donc ça c'est quelque chose par exemple. Jamais je n'aurais su que ça pouvait offenser quelqu'un parce que pour moi, je trouvais ceci assez fun pour dire on incrémente le nombre de copines, mais on aurait pu incrémenter le nombre d'amis ou bien décrémenter le nombre d'amis. Ce qui a fait que sur la chaîne YouTube, maintenant, je trouve délicat de faire une application où on va dire coureur de jupons pour dire incrémenter le nombre de copines ou bien décrémenter le nombre de copines. Et c'est ce que je vous disais, c'est que d'autres personnes peuvent interpréter différemment ce que vous faites parce que ça dépend du background de ces personnes-là. Peux-tu nous parler des services sur Symfony? Oui. Donc, normalement, au niveau de ma formation devenir un pro Symfony, je parle de ceci en détail. Au niveau de la formation sur la chaîne YouTube, on va voir ceci également lorsqu'on va rentrer un peu plus vers les vidéos à venir. Comme je vous l'ai dit, je vais enregistrer normalement la partie restante et puis la poster sur YouTube. Donc, je vais essayer de parler un peu de ceci. Que pensez-vous de la création de sites e-commerce avec Silius? Donc, personnellement, je n'ai jamais utilisé Silius. Donc, je ne pourrais pas dire grand chose là-dessus. Par contre, des solutions e-commerce, la plupart du temps, quand je les conçois, c'est pour des besoins spécifiques. Donc, actuellement, même, je suis en train de travailler sur une solution où on pourra vendre des articles. C'est en rapport avec Pedounia, mais c'est pas des trucs hyper complexes où on a la livraison, il faut choisir la zone. C'est des petits projets qui ont des besoins spécifiques et puis je préfère les coder
directement le plat d'utiliser des outils. Tu es développeur, mais pourquoi tu as fait un master en télécommunication? Donc, c'est une très bonne question. C'est que, je ne sais pas pour vous, mais la plupart du temps, on est influencé un peu par les parents. Ok? Moi, mon grand frère, ok? Mon grand frère, il a fait les télécommunications. Il a eu son diplôme d'ingénieur en télécommunications au Maroc, ok? Donc, il a étudié à Marrakech, après à Rabat, il a eu son diplôme de télécommunications. Et pour moi, c'était un modèle. Donc, c'est un modèle, pas c'est un modèle comme si ça a changé, c'est un modèle. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que mon grand frère a fait télécommunications et puis il a bien réussi sa vie, je me suis dit, moi aussi, je vais faire télécommunications. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en première année, déjà, j'ai remarqué que les cours qu'on faisait qui avaient attrait à l'informatique m'intéressaient plus que les cours qui avaient attrait aux télécommunications. Mais j'ai continué, j'ai fait ici mon DUT, mon diplôme universitaire technologique, je l'ai fait en télécommunications. Après, j'ai eu à faire ma licence en télécommunications. Après, j'ai eu à faire mon diplôme d'ingénieur en télécommunications. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que à chaque fois, j'aimais quand on touchait à des technologies qui étaient en rapport avec l'informatique principalement. Donc, lorsqu'on faisait de la programmation Java, lorsqu'on faisait par exemple ici la programmation C, C++, c'est des trucs que j'aimais beaucoup plus que de dire on parle des BTS, on parle des antennes, on parle des commutateurs, des trucs de ce genre. J'aimais moins ceci. Mais comme je vous l'ai dit, en toute chose, c'est bien parce que vous apprenez. Là, j'ai appris plein de choses en télécommunication, ce qui fait que sur certains projets, j'ai assez d'expérience parce que il faut connaître un peu les télécommunications et puis connaître un peu l'informatique. Donc, par exemple, pour le projet Pedounia, il fallait avoir quelques connaissances en télécommunication pour gérer certains aspects parce qu'au tout début, il fallait ici créer quelques petits hacks afin de gérer la communication, mais mes compétences en télécommunication m'ont aidé plus tard. Donc, quand vous allez faire des choses, peut-être au début, ce n'est pas ce que vous voulez faire, mais comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est de pouvoir profiter de vos erreurs, si je considère ceci comme une erreur. Donc, à la base, je pensais que j'aimais les télécommunications, mais après, je me suis rendu compte que j'aimais plus l'informatique. Tu gères comment les numéros de version? Moi, j'ai fait un petit script que augmente à chaque fois que je fais un commit, mais c'est très rudimentant. Donc, moi, je le fais manuellement. C'est-à-dire que si la dernière version de mon package que j'ai eu à publier, c'est 1.0.1, la prochaine version, c'est 1.0.2. Je n'ai pas de script qui automatise. Je le fais manuellement, je le change moi-même manuellement et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne me complique pas la vie. C'est juste me faciliter la tâche. Vu que manuellement, je n'ai jamais eu de problème, je le fais manuellement. Exactement. Donc, Delphi, je ne pourrais pas faire de tuto là-dessus parce que je ne maîtrise pas trop Delphi. Ok. Donc, malheureusement. Les cours sur le DevOps. Oui, donc il y aura une formation sur Docker, comme j'ai eu à le dire. Il y aura une formation sur Docker. Il y aura une formation sur Jenkins que je prépare. Donc Docker va nous permettre un peu de parler de cette histoire de containers. On va voir comment est-ce qu'on peut gérer la scalabilité avec les containers. Et puis Jenkins va nous permettre à ce niveau-là de pouvoir gérer tout ce qui est automatisation. Donc on peut l'utiliser pour faire de l'intégration continue, du déploiement continu. On peut utiliser Jenkins pour le faire. Donc, je vais vous montrer. Docker, ce sera une série, je pense, de 10 vidéos. Jenkins, il y aura deux parties. Il y aura Jenkins débutant, où on va tout faire en utilisant l'interface graphique, donc le panel de Jenkins. Et puis, niveau intermédiaire, où on va plus regarder le code afin d'automatiser des choses. Donc, je prévois faire ceci simplement. Ça prend un peu de temps pour préparer ceci. Honoré, tu dors combien d'heures par jour? Je dors combien d'heures par jour? Pas beaucoup, genre 4, 5, 5. 4-5 heures. Yeah. 4-5 heures. Grosse nuit, 10, 12. 10, 12. Yeah. Mais c'est pas comme si... C'est que moi, personnellement, j'ai des problèmes pour m'endormir. Donc, c'est pas comme si je fais exprès pour ne pas dormir. Si je suis devant mon écran, c'est difficile de m'endormir. Donc, généralement, je m'endors même sans le savoir. Okay. Tu pourras nous parler de GraalVM. Donc, je n'ai jamais entendu parler de GraalVM. Je peux après regarder comment est-ce que ça marche, mais je n'ai jamais entendu parler de ceci. Okay. Quelles sont les séries à venir? Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, je vais enregistrer ce soir Laravel Livewire. Une fois que ça finit, je vais faire Docker, je vais faire Jenkins, je vais faire à ce niveau-là
Je vous ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur Django. Je l'ai montré tantôt. Donc, lui, je vais le publier. Et puis, on va faire, disons, programmation orientée objet en PHP. Réseau social. Et puis, il y aura aussi l'intégration. Je n'ai pas oublié mon ami Barry, l'intégration avec Laravel. Je dois rajouter la dernière vidéo. Ok. Je suis en train de regarder si j'ai oublié des questions. La lumière bleue empêche de dormir. Oui. Donc, j'ai une application que j'ai installée sur ma machine qui a pour nom ici Flux. Je pense que c'est le nom. Mais qui me rajoute cette histoire-là. Okay. Vue.js, j'attends la version 3. J'attends la version 3 de Vue.js. Quand elle sera publiée, je peux planifier une formation Vue.js. Parce que ces formations-là, vu que ça prend du temps pour les préparer, c'est comme la formation React. Quand la version change, c'est un peu délicat de voir tout le travail qui a été abattu qui tombe à l'eau parce que la version a changé, puis plein de choses ont changé. Donc, je vais attendre d'abord que la version 3 soit publiée. Un peu de temps après, je vais maintenant préparer la formation Vue.js 3. En théorie, il n'y aura pas grand changement. Après, il y a cette histoire de composition et tout, mais je vais au moins attendre que la version 3 soit officiellement publiée avant de préparer une formation Vue.js à ce niveau-là. Il y a une moitié d'une maison en Italie si tu veux publier en Italie. Il y a une moitié d'une maison d'édition. Oui, donc ça peut être intéressant. Je peux regarder ceci et puis te faire part et puis on pourra voir cela ensemble. Ok. Spring le retour. Salut Carlos. Donc, moi, par exemple, mon premier livre que j'ai eu à écrire, Premier pas avec Python, pourquoi je l'avais écrit? Parce que je me suis dit, tous ceux qui écrivent des livres, ce sont des personnes comme nous. Ok. Donc, si d'autres personnes peuvent écrire des livres, c'est que vous pouvez écrire des livres, c'est que je peux écrire des livres. Donc, je me suis dit, comme objectif, je vais écrire mon premier livre. Probablement, il ne sera pas parfait, mais au moins, je vais tenter d'écrire mon premier livre. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, Premier pas avec Python. Actuellement, je pense qu'il y a près de 5000 personnes qui ont lu le livre, en grosso modo. Mais grâce à ça, j'ai commis plein d'erreurs parce qu'il y avait des erreurs de grammaire, il y avait des erreurs en rapport avec certaines parties sur la syntaxe que j'ai eu à modifier, ainsi de suite. Mais le deuxième livre que je suis en train d'écrire, j'apprends également de ceci. Je sais ce qui a marché dans le premier livre, je sais ce qui n'a pas marché dans le premier livre, et puis je vais ici donner une version beaucoup plus améliorée. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des idées en tête, lancez-vous. Il faut juste le faire. Ça ne sera pas parfait au début, mais après, vous pourrez l'améliorer. Mais tant que vous ne commencez pas, vous n'allez jamais le faire. C'est mieux de commencer que de ne jamais le faire. Comment gérez-vous le confinement? Donc, moi, je suis 24 heures sur 24 à la maison et je ne le sens pas parce que d'habitude, c'est pareil. Je suis 24 heures sur 24 à la maison. À moins que je dois aller à l'université pour faire des impressions, des trucs de ce genre, bien rencontrer mon directeur de recherche, mon directeur de thèse. Généralement, je suis à la maison. Donc, pour moi, c'est pas comme s'il y a un grand changement. Je n'ai pas également beaucoup d'amis non plus. Donc, j'étais déjà toujours en confinement. Donc, je me suis adapté assez facilement à cette histoire de confinement. Tu préfères Symfony, Laravel, qu'en penses-tu de Node.js? Donc, comme je vous l'ai dit, j'aime les deux. J'aime Symfony, j'aime Laravel. Et puis, j'utilise l'un des deux en fonction du projet sur lequel je travaille. Node.js, je le trouve cool, mais je l'utilise seulement dans les projets où je suis obligé de l'utiliser. Parce que JavaScript, c'est pas vraiment le langage que j'aime. Je suis obligé d'utiliser JavaScript, donc je l'utilise, mais ce n'est pas vraiment le langage que j'aime. Les microservices, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu réellement à l'utiliser. J'ai déjà eu à faire quelque chose avec une architecture orientée service, mais microservices, je pense que c'est se compliquer la vie pour rien. Généralement, la plupart des projets sur lesquels je travaille, les équipes n'ont même pas besoin de faire du microservice. Mais comme c'est une tendance, tout le monde veut utiliser les microservices et puis après, on a des trucs qui ne marchent pas. Donc, une application monolithique, des fois, ça fait l'affaire. Mais si vous voulez utiliser de microservices, il y a des entreprises qui sont obligées de le faire parce que on le sent clairement. Donc, c'est comme si vous avez besoin de porter des lunettes, vous allez le savoir parce que vous allez avoir des problèmes de vue. Donc, moi, tant que je n'ai pas de problème de vue, je ne vais pas utiliser des technologies qui vont me permettre de voir.
Donc, j'utilise simplement ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'utiliser d'autres choses juste pour faire fancy ou pas. Non. Généralement, c'est ce que je fais. Aimes-tu les langages codés en Enchilled à la JSON avec des filles? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a de la jalousie autour de vous, Canada? Donc, moi, je n'ai pas de femme parce que je ne suis pas marié actuellement, ok? J'ai une petite amie, mais je n'ai pas de femme. Je n'ai pas des enfants non plus. Donc, je suis sans femme, sans enfant. Une petite amie. C'est bon. Yeah. Quand j'ai dit je n'ai pas de femme, elle pensait que je voulais dire que je n'ai personne dans ma vie. J'ai une petite amie, mais je n'ai pas de femme. Okay. Tu utilises des frameworks front? Oui, Vue.js, React, mais si je peux m'en passer, je m'en passe parce que je n'aime pas vraiment le JavaScript. J'utilise beaucoup plus les API REST avec mes projets, les microservices. Et j'avais jamais eu réellement le besoin ici de les utiliser. Merci Graven. Bonne soirée à toi également. Honoré, quel est ton langage préféré? Donc, mon langage préféré, ça c'est une bonne question. J'ai dit le framework préféré c'était Spring Boot. Mais le langage que j'aime, je vais dire que c'est Python. J'aime bien aussi Java, mais je vais dire Python. Okay? Parce que je trouve ce langage simplement fabuleux. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec quelques lignes de code avec le langage Python comparé à d'autres langages de programmation. Également, la panoplie de librairies disponibles. Vous avez tellement de librairies que vous pouvez installer avec Python. C'est juste magnifique. Donc, c'est un langage que j'aime bien. Mais après, il y a bien sûr PHP que j'aime, Java, mais si je dois choisir un langage, je vais dire Python. Comment compter aider les Africains? Donc, ça va dépendre. Comme je l'ai dit, généralement, il ne faut pas chercher forcément à aider tout le monde. Il faut aider ceux qui sont proches de vous. Donc, le plus important, c'est que ce pourquoi je sais que j'ai un peu de chance à pouvoir bien le faire, c'est la formation. Donc, si je peux faire des formations en ligne qui seront disponibles gratuitement, que beaucoup de personnes pourront regarder afin d'apprendre à développer, ce sera ma contribution. Okay? Donc, ce n'est pas comme si j'ai aujourd'hui les moyens de m'ouvrir une fondation ou bien faire des dons, mais si je peux ici aider tout ce qui est en rapport avec l'éducation pour faire des formations gratuites, me déplacer sur place, c'est des choses que moi, personnellement, j'aimerais faire parce que j'aime ça, disons, discuter avec des gens, échanger le peu de connaissances que j'ai, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Pourquoi tu n'aimes pas le JavaScript? Personnellement, je ne sais pas, mais c'est jamais un langage qui m'a plu. Avec Node.js également, avant où on devait utiliser que des fonctions de callback avec des fonctions de callback, je ne trouvais jamais ceci élégant. On peut utiliser aujourd'hui async et wait, mais jusqu'à présent, c'est pas un langage que je file comme un langage que j'aime ou bien que j'adore, grosso modo. Je n'ai même pas vu la phrase. Oui, tu as raison, pas. Oui, donc comme je l'ai dit, je prévois faire une série sur Spring Boot. J'ai déjà enregistré les vidéos, simplement que ce n'est pas une vidéo que je peux mettre sur YouTube. C'est une vidéo où je suis assis sur le lit en train de coder et en même temps, j'enregistre mon écran. Pourquoi je fais ceci? C'est parce que lorsque je prépare mes formations, généralement, mes formations sont destinées aux débutants. Donc, c'est important d'enregistrer mon écran, comme ça, quand je regarde de nouveau, lorsque je suis en train de préparer la formation, je vais revoir les erreurs que moi-même j'avais eu à commettre en tant que débutant lorsque j'apprenais la technologie. Comme ça, lorsque j'explique, je vais dire, si vous faites ceci, vous aurez une erreur parce que ceci ou bien cela. Donc, pour mes formations, j'ai toujours des vidéos qui sont enregistrées où je suis en train de moi-même concevoir l'application. Donc, des fois, j'écoute de la musique, des fois, je danse. Donc, ce ne sont pas des vidéos que je vais mettre sur YouTube parce que ce n'est pas destiné à être sur YouTube en grosso modo. Mais j'ai déjà écrit le code pour une formation Spring. J'attends juste que la dernière version soit disponible. Donc, la version 2.3, comme je le disais. Et puis après, je pourrais ici commencer à voir comment enregistrer ceci.
Tu es très à l'aise en développement, ça se voit avec le langage. Pour une personne novice, ça serait quoi ton conseil pour apprendre un langage? Donc, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'apprendre un langage. Et ça, c'est justement ça. Parce que quasiment tous les langages se ressemblent un peu. Vous aurez probablement des différences en termes de performance, mais aujourd'hui, si vous connaissez un langage, apprendre un autre langage de programmation, ce n'est pas compliqué. Donc, le plus important, c'est d'apprendre un langage, au moins un langage. Et puis après, vous pourrez ici switcher si vous ne l'aimez pas, apprendre un autre langage et puis normalement, tout va marcher. Actuel langage compilé préféré. Je dirais C++. Si je dois prendre C++. Si on dit compilé, je prends purement compilé, donc je prends C++. Java, il y a de la compilation et puis il y a de l'interprétation. On compile en bytecode et puis après on interprète le bytecode avec la machine virtuelle. Mais si on disait compiler au sens large, là, j'allais dire Java. Okay. Après, cette histoire de compilation-interprétation, c'est fonction de, disons, l'implémentation la plus populaire, ce que ça utilise, mais je dirais plus C++, des trucs comme ceci. Comment ne pas avoir peur de développer? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes de développeur. Quand j'enregistre les vidéos sur YouTube, je commets les mêmes erreurs que vous. C'est-à-dire que des fois, j'exécute quelque chose, ça ne marche pas, je passe 30 minutes pour voir que j'ai oublié de rajouter un point virgule, ou bien j'ai oublié de créer tel fichier, ou bien je modifie le mauvais fichier. Donc, tout le monde commet la même erreur. Simplement, vu qu'on fait des vidéos YouTube, on peut supprimer les parties où on s'est trompé afin d'éviter de perdre votre temps sur plein d'éléments. Donc, tout le monde a les mêmes peurs. Ce n'est pas comme si personne ne cherche sur Stack Overflow, tout le monde cherche sur Stack Overflow. Donc, le truc, c'est juste de se lancer et puis se dire, tout le monde fait pareil, là. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que l'autre, là. Tout le monde est pareil. C'est juste ceci. Qu'est-ce que tu utilises souvent pour tes API REST? Principalement, ça dépend du type de projet, comme je le dis. J'ai déjà fait des API avec Laravel, des API avec Flask, des API avec Django. Ça dépend du type de projet. Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel langage. Donc, faire du Ruby on Rails et faire vos API, c'est vraiment question du projet. Si vous maîtrisez une techno et puis vous l'aimez, vous pouvez faire ceci avec la techno. Laravel, comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo où je fais Laravel avec Laravel 7. Parce que Laravel, il y a tellement de versions, la formation c'était difficile à gérer. Donc je vais faire une seule vidéo où je fais Laravel dans la même vidéo et puis on va de A à Z pour terminer Laravel. Donc je vais le faire en une seule vidéo. Oui, je connais Lombok, très intéressant. Et puis je l'ai utilisé dans ma formation Spring Boot. Okay? Donc, on l'utilise pour ajouter des annotations, mais aujourd'hui, avec des langages comme Kotlin, ok, ou bien Kotlin, je ne sais pas comment on prononce, mais on n'a plus besoin réellement de ceci parce que cette histoire de getter, de setters qui est automatisée avec Lombok, avec Kotlin, bon, on l'a directement, on crée notre classe et puis bang, on met data et puis on a accès à tout. Okay? Donc, je trouve ceci intéressant lorsque je fais du Java, mais maintenant, si je fais du Kotlin, Lombok n'a plus réellement ici sa place, quoi. C'est comme je vous l'ai dit, Mohamed, le plus important, c'est de ne pas regarder les dislikes, mais c'est de regarder les likes. Il y a combien de likes? C'est ça qui est plus important, ok? Il faut se concentrer sur ce qui est positif, pas sur ce qui est négatif, ok? Peut-être la personne qui est venue mettre le dislike, peut-être elle s'attendait à voir la vidéo sur Symfony, mais elle voit qu'on est en train de discuter en lieu et place de parler de Symfony. Donc, dislike, c'est pas comme si la personne n'aime pas, c'est juste que la personne n'est pas satisfaite parce qu'elle s'attendait à voir peut-être Symfony, mais on est en train de discuter. Donc, comme je vous l'ai dit, pensez juste positif, là. Même si quelqu'un répond avec quelque chose de négatif, quand vous venez avec une approche positive, normalement ici, tout se passe bien. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur le positif. Okay? Les gens n'aiment pas, généralement, c'est pour des raisons spécifiques. C'est pas forcément des haters, comme on le dit, là. Probablement, la personne a eu ses raisons, donc c'est normal de ne pas aimer quelque chose. Tout le monde ne peut pas aimer. PHP 8 sort en fin d'année, qu'en pense que ça a signé le retour de... Je pense que PHP a fait son retour depuis longtemps. Okay? Ça dépend de comment est-ce qu'on le voit, mais je pense qu'il y a eu nettement des améliorations au niveau de PHP au fur et à mesure. Regardons aujourd'hui avec la version 7.4 et tout, plein de choses ont été améliorées. Donc, je ne pense pas que ce serait un retour. Bien sûr, ce sera fabuleux, mais PHP, c'est un langage que je considère comme un langage solide aujourd'hui avec toutes les améliorations qui ont été apportées.
Penses-tu que Kotlin a été créé par Google pour se passer de Java? Kotlin n'a pas été créé par Google. Kotlin a été créé par JetBrains. Donc, la compagnie qui développe les IDE, PyCharm, RubyMine, IntelliJ IDEA, ainsi de suite. Donc, ils ont juste créé ceci parce que ils voyaient qu'il y avait plein de trucs rébarbatifs qu'on avait au niveau de Java, comment simplifier ceci. Donc, ils ont eu à simplifier cela et puis d'autres personnes ont trouvé ceci intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, Java également a été amélioré. Là. Il y a plein de choses qui ont été améliorées au niveau de Java et puis bon, c'est déjà ça. Faites-vous aussi du design web avec Maquette en utilisant? Non, je suis vraiment nul dans cette histoire de Adobe XD, Affinity, je ne sais pas les utiliser. Si vous regardez au niveau de la chaîne YouTube, vous allez voir que mes thumbnails, ils sont vraiment laids. Si vous regardez les thumbnails que j'avais au début là, pour mes différentes vidéos, ils étaient laids. Donc j'ai eu à payer une designeuse pour qu'elle puisse me faire un template de thumbnail. Si vous regardez mes derniers thumbnails pour mes vidéos, vous allez vous trouver que ça s'est amélioré un peu, c'est beaucoup plus joli. Regardez par exemple le thumbnail de ce live là, vous allez trouver que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait précédemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que la designeuse qui m'a fait les thumbnails, ok, je lui ai écrit, je lui ai dit, j'ai vu sur Instagram des différentes illustrations et puis je trouve les illustrations vraiment excellentes. Est-ce que tu serais intéressé à me faire la couverture de mon livre? Je prépare un livre sur Django. Est-ce que tu serais intéressé à me faire la couverture de mon livre? Et puis, est-ce que tu serais intéressé également à me faire des templates que je peux utiliser comme thumbnail pour mes vidéos YouTube? Elle m'a dit oui. Et puis, elle voulait me proposer ici un tarif pour dire, elle va le faire peut-être, prenons un exemple là, 600 €, 700 €, 200 €, ainsi de suite. Et je lui ai dit, avant de me proposer le tarif, j'ai vu que tu n'avais pas de site web. Vu que tu n'as pas de site web, et moi c'est mon domaine de compétence, je propose de te faire un site web parce que le site web que tu as actuellement, tu l'as fait avec WordPress, mais je sens que peut-être ce que tu voulais faire c'est différent parce que tu es une illustratrice. Bon, je ne sais pas comment prononcer ceci, mais je trouve que quelque chose de plus raffiné allait te permettre de mieux mettre en valeur les illustrations que tu fais. Elle m'a dit parfait. Donc je vais te faire la couverture de ton livre, et également les templates pour tes miniatures au niveau de la chaîne YouTube gratuitement, et puis tu vas me faire mon site gratuitement. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait son site gratuitement, elle a fait mes couvertures gratuitement. Donc les nouvelles couvertures que vous voyez, les miniatures que vous voyez au niveau de YouTube, elle l'a gratuitement. Et puis moi également elle l'a fait gratuitement, et puis moi également j'ai mes couvertures. Okay. Et je l'ai déployé avec Netlify. Lorsque j'ai fini de le déployer, c'est pourquoi après j'ai voulu faire une vidéo Netlify pour vous montrer comment déployer avec Netlify parce que c'était simple. Donc je n'ai même pas utilisé de code back-end. J'ai fait un petit truc. Avec Netlify, vous pouvez rajouter du dynamisme avec des formulaires pour uploader des fichiers, des trucs comme ceci. C'est comme ça qu'elle rajoute ses images et puis ça marche. Donc je n'ai même pas écrit une seule ligne de code en réalité en dynamique. C'est du HTML, CSS. Elle m'a envoyé le design qu'elle voulait. J'ai reproduit le design en HTML, CSS et puis tout marche. Netlify, c'est gratuit actuellement pour son site web. Donc, elle ne paie rien par mois pour l'hébergement et tout. Elle a du HTTPS, elle a des URL personnalisées. Même si c'est du code HTML avec Netlify, en lieu place d'avoir /index.html, on peut mettre /. Donc, tout marche. Elle ne paie rien par mois. Moi aussi, je l'ai fait gratuitement. Elle m'a fait mes miniatures gratuitement. Donc, voici comment vous pouvez aussi utiliser pour avoir des couvertures de livres gratuitement et puis des miniatures gratuitement. La formation React date un peu. Comme je vous l'ai dit, le problème avec ce genre de formation, c'est justement quand les versions changent. Ça annule un peu tout le travail qui a été fait parce qu'il faut reprendre ici de nouveau. Donc, je pense que pour ce genre de formation, je vais plus m'orienter vers des vidéos apprendre React version temps. Et puis, je fais ceci en une vidéo, je montre le maximum de trucs, le maximum de choses possibles et puis je m'arrête là. Sinon, faire des formations longues là-dessus, après, dès qu'une nouvelle version est sortie, ça annule un peu tout le travail. Je trouve ceci dommage. Quel est ton meilleur projet de développement? Il n'y a pas vraiment de meilleur projet de développement pour moi. Et j'aime tous les projets sur lesquels je travaille. Que ce soit coder, faire des formations, écrire le livre, tout ceci, je considère ça comme du développement. Parce que même pour écrire le livre, il faut ici développer, il faut ici vérifier les informations qui sont données, est-ce qu'elles sont exactes pour ne pas ici donner des informations erronées. Tout ceci, je considère ça comme du développement.
C'est pas du développement uniquement informatique, c'est aussi du développement personnel et tout. Donc, j'ai pas de meilleur projet de développement. Je vois que tu aimes bien Eclipse, pourquoi pas IntelliJ? Comme je vous l'ai dit, j'aime plus Eclipse, pourquoi? Parce que Eclipse, il est gratuit. IntelliJ, je sais qu'il y a une version community, mais je trouve beaucoup plus simple de dire aux gens, installez Eclipse, c'est gratuit, que de dire installez IntelliJ. Il y a une version payante, mais il y a une version gratuite. Donc, vu que moi-même, je préfère utiliser Eclipse pour mes formations de débutants, je suis mieux de continuer à l'utiliser. Comme ça, je vais connaître tous les raccourcis qu'on a au niveau d'Eclipse afin de mieux les expliquer au niveau de mes formations. Mais j'ai IntelliJ au niveau de ma machine, je l'utilise pour des projets. J'ai PHP Storm, je l'utilise pour des projets. J'ai PyCharm également que j'utilise pour des projets. Par exemple, PyCharm, je l'utilise plus quand je fais des trucs en rapport avec Anaconda pour faire créer, disons, mes différents environnements virtuels plus simplement, ou bien faire du Django, faire le run et puis ça fait Python manage.run server. Donc, je l'utilise, mais simplement que je préfère utiliser des outils qui sont beaucoup plus light, qui me permettent d'aller rapidement que d'utiliser des outils qui vont prendre du temps à charger. Si tu développes sur Spring, on te conseillera IntelliJ. Oui, je sais que c'est ce qui est recommandé, mais comme je vous l'ai dit, je préfère utiliser Eclipse parce que je sais que la majorité des personnes qui utilisent Java, peut-être ont commencé avec Eclipse ou bien NetBeans, pas forcément IntelliJ. Mais après, il n'y a pas de difficulté à switcher entre les différents IDE. Okay. L'autre chose également, c'est que sur ma machine, j'ai la version professionnelle d'IntelliJ. Je n'ai pas la version community. Donc, vu que j'ai la version professionnelle, des fois, pour faire des formations, je serai obligé d'installer la version community. Sinon, vous allez voir des options que j'ai que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas la version professionnelle. Je trouve cela simplement compliqué. C'est pourquoi j'utilise uniquement Eclipse et puis normalement, ça fait l'affaire. Tu vas faire une formation microservice. Non, pas, je ne vais pas forcément parler de microservice avec Spring. On verra Spring, on verra Hibernate, on verra également comment gérer les migrations avec Flyway, des trucs de ce genre. On verra également comment écrire des tests. On verra comment gérer nos contrôleurs, les API, la partie authentification, mais je ne vais pas parler des microservices parce que si la cible, ce sont les débutants ne vont pas utiliser les microservices au niveau de leur application. Après, il y a la documentation qui va donner des informations un peu plus détaillées. Personnellement, ma source de motivation, c'est vous. Quand je mets une vidéo et puis je vois que j'ai aidé une ou deux personnes, moi, je suis déjà content. Okay? Si je mets une vidéo et puis je vois que il y a une personne que je ne connais pas qui se trouve au Sénégal, une personne que je ne connais pas qui se trouve en France, une personne que je ne connais pas qui se trouve en Italie, qui regarde la vidéo, moi, c'est déjà ici ma plus grande satisfaction. Donc, merci encore une fois de me soutenir et puis merci d'être là pour ceux qui sont là depuis aujourd'hui, pour ceux qui sont là depuis le début. Et sachez qu'il y a un maximum de formations, un maximum ici de tutos qui s'en viennent pour la période d'été à venir. Donc, je vous dirai merci d'avoir été présent et puis on va se donner rendez-vous à un prochain live au besoin. Okay. Merci.